d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Et puis je remercie également la municipalité, monsieur le maire de Nov, et plus particulièrement Jean-Philippe Matéki qui est avec nous ce soir, qui nous a permis d'organiser ça. C'était pas facile parce qu'on ne peut pas avoir de salle à l'intérieur en ce moment, c'est un peu compliqué. Et ce théâtre de verdure est un endroit bien sympathique pour faire cette petite réunion, cette conférence. Donc Jean-Philippe se considère comme notre partenaire, le partenaire de l'INADRAC pour la mairie de Nov, et il est responsable et adjoint à la mairie et responsable de la communication, je crois, et de l'environnement, voilà. Et il nous soutient activement. Notre conférencier, Aurélien Flicot, est ingénieur des arts et métiers. Il a travaillé plusieurs années à la coordination de projets de coordination culturelle et scientifique. Il est formateur et conférencier. Ses interventions dernières ont eu pour terme la résilience, l'entraide, la coopération et encore la sobriété, simplicité et décroissance. Pourquoi faut-il démanteler les aéroports? C'est ce qu'il va nous expliquer. C'était en un temps un symbole de progrès et d'ouverture. Maintenant, les aéroports sont désormais perçus comme une des incarnations de la démesure humaine. Donc il est indispensable de comprendre les intentions à l'origine du développement de ce secteur d'activité afin de revenir de façon critique sur l'histoire de son implantation et des résistances qui lui font face. Symptomatique de la domination de l'humain sur la planète et révélateur des inégalités de nos sociétés, l'aéroport est un concept à politiser de toute urgence afin, entre guillemets, de garder les pieds sur terre. En parlant de pieds sur terre, je vous invite à participer le 3 octobre à la marche sur l'aéroport, à pied ou en vélo. Un regroupement est prévu au départ à 15h30 devant le lycée François Pétrarque jusqu'à l'aéroport, où il y aura des surprises sur le thème « Les avions, ça pue ». Alors je vais laisser la parole à Aurélien. La sortie se fera par la gauche quand on aura terminé, par la gauche, par la droite en sortant de la tribune. Et vous avez une petite boîte, la participation est libre, de façon à pouvoir indemniser notre conférencier, il y a quand même quelques petits frais. Voilà. Je lui laisse la parole. Je te remercie. Et je te laisse dire comment ça va se passer par la suite. Oui, je vais présenter tout ça. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ça va? Ok, super. Moyen? Est-ce que là ça va? Super. Écoutez, bienvenue à tous et merci d'avoir bravé l'épidémie pour venir ce soir. Effectivement, on est en plein air, vous l'entendez avec un petit peu de vent, ce qui, moi, me permet de renouer un petit peu avec les orateurs antiques et ce qui me prive aussi des visuels. On va faire sans et puis comme ça, ma foi, vous serez concentrés un tout petit peu plus sur ce que je vous raconterai. En termes de météo, j'espère que ça va aller aussi, vous aurez de plus en plus d'ombre, donc tout ira bien. Je voudrais tout d'abord remercier Yves et Frédéric d'une part pour leur invitation et puis d'autre part surtout pour leur action tout au long de l'année, tout au long de ces dernières années contre l'aéroport. Comment ça va se passer? Effectivement, on va passer 1 heure ensemble. Pendant 1 heure, c'est moi qui vais parler, qui vais vous raconter un petit peu l'histoire des aéroports, vous parler un petit peu aussi des différents arguments écologiques, économiques et puis politiques qui font qu'il est maintenant temps de s'opposer à ces aéroports. Donc au bout d'1 heure, ceux qui auront besoin ou qui devront partir pourraient le faire sans gêner, vous inquiétez pas. Et puis pour ceux qui le souhaitent, on pourra ensuite échanger, débattre aussi sur certains éléments que je vous donnerai. Et puis vous pourrez éventuellement poser des questions, soit à moi sur le thème général, soit plus spécifiquement aussi à Yves et Frédéric sur la lutte locale. L'idée, effectivement, c'est pas de vous parler uniquement de l'aéroport d'Avignon. Aujourd'hui, c'est vraiment, de façon plus générale, d'inscrire cette lutte locale et de montrer que cette lutte locale s'inscrit dans une dynamique historique et géographique beaucoup plus large. Ça va être des phénomènes d'opposition qu'on va retrouver tout au long de l'histoire et qu'on va retrouver partout dans le monde. Donc, on est vraiment sur l'idée d'une lutte locale dans un contexte global. Dans un premier temps, donc effectivement, Yves m'a présenté rapidement, je refais un petit point. Donc, je suis ingénieur en sciences environnementales, effectivement, formateur et conférencier. Et puis, dans le cadre de mes activités militantes,
Il m'arrive comme ce soir de faire des conférences sur des thèmes avec des enjeux sociaux ou écologiques, ou les deux en l'occurrence. Et là, cette marche sur l'aéroport du 3 octobre, qui est un appel national, ça a vraiment été l'occasion pour moi de me replonger ou de me plonger dans un certain nombre de rapports qui sont sortis ces derniers temps sur des ouvrages de référence, et puis aussi d'aller interroger à droite à gauche des ingénieurs, certaines personnes qui travaillent sur les aéroports, histoire d'avoir une vision un peu plus large de toutes les implications que peuvent avoir les aéroports sur nos vies. Dans un premier temps, histoire de mettre tout le monde peut-être, enfin peut-être pas tout le monde, mais certains un peu mal à l'aise, on va voir qui n'a jamais pris l'avion ici. Ok. J'en déduis que tout le monde a pris l'avion. Autre petite question un petit peu plus récente, qui a pris l'avion en 2020? Ok, une personne. Bon, il faut savoir, je reviendrai là-dessus, mais le transport aérien, la pratique du voyage en avion, c'est quelque chose de très rare. 5% de la population mondiale seulement a pris l'avion ne serait-ce qu'une fois. Autrement dit, 95% de la population n'a jamais pris l'avion. Bon, effectivement, en France, dans l'Occident en général, on est des privilégiés, on est loin d'être la norme là-dessus, et c'est une pratique qui reste malgré tout assez exceptionnelle. Donc on va parler de l'aéroport, et nécessairement on va parler de son pendant aérien, on va parler du transport aérien. C'est particulier parce qu'effectivement l'aéroport en tant que tel n'a qu'une seule fonction, c'est celui d'être le terrain, le support pour les avions. Il n'y a pas de valeur en tant que tel d'avoir à l'aéroport, c'est vraiment uniquement en soutien pour une autre activité, le voyage en avion. C'est un objet complexe, on va le voir, c'est un objet qui est plein de paradoxes également. Et donc à travers un premier temps, un rappel historique, ensuite on verra donc la partie politique, économique, écologique, et puis on verra aussi, surtout, je dirais, les alternatives. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux et comment on peut faire pour que ça se passe mieux. Ça va toujours le son? J'ai l'impression que ça grésille un peu, mais c'est quand je souffle. Bon. Aéroport, port aérien, l'idée c'est vraiment l'interface, c'est notre interface en tant qu'humanité entre la Terre et l'atmosphère. Et en ça, on renoue réellement avec un rêve de plusieurs milliers d'années, c'est celui de faire comme les oiseaux. Depuis qu'il y a des aéroports, depuis qu'il y a des avions, on peut voler. Et en ça, effectivement, la charge symbolique est extrêmement forte. Donc on ne parle pas uniquement là de technologie, d'économie ou autre, il y a un imaginaire extraordinairement fort derrière les aéroports. C'est vraiment le moment où on entre dans la troisième dimension, on décolle. Initialement, les aéroports, on appelait ça des aérodromes, c'était vraiment des terrains en général qui n'étaient pas pérennes, qu'on utilisait uniquement quand on voulait faire décoller des avions, et c'est petit à petit avec l'artificialisation des terrains qu'on va vraiment parler d'aéroports. L'aéroport, c'est évidemment le décollage, l'atterrissage des avions, mais c'est aussi tout ce qui concerne la circulation à terre, aussi bien des avions que des marchandises et des personnes, et puis également tout ce qui concerne le stationnement, la maintenance également des avions. Historiquement, le lien est extrêmement fort entre aviation et militaire. J'y reviens dans le point historique. Pour cette remise en route, je dirais historique, je m'appuie essentiellement sur l'œuvre de Nathalie Roseau, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Aerocity là-dessus, et qui est finalement un historique un peu critique de l'aviation et puis de l'aéroport. Elle fait commencer l'histoire de l'aviation en 1903. 1903, c'est la première fois que les frères Wright vont arriver à diriger un vol. Autrement dit, on arrivait déjà à s'élever dans l'atmosphère avant, donc ça il faut remonter à Montgolfier en 1783, mais en 1903, c'est la première fois qu'on va arriver à se diriger. Et c'est ça qui va tout changer. C'est ça qui va permettre effectivement qu'on va pouvoir s'élever autant qu'on veut, atterrir autant qu'on veut, et puis éventuellement, évidemment, s'orienter autant qu'on veut dans l'espace. Il faut bien savoir, donc début 20e, initialement c'est un petit peu la même période que l'essor de la bicyclette et que l'automobile, mais à cette époque, l'avion ne va pas du tout avoir une visée commerciale. Autant la bicyclette et l'auto très rapidement sont entrées dans les mœurs, très rapidement sont entrées dans le quotidien, autant l'aviation, l'avion en tant que tel, n'était pas du tout perçu comme quelque chose qui pouvait être commercialisé. Et j'en veux pour preuve une citation des frères Wright que je vous livre. Nous savons que nous avons fait de l'aéroplane une machine pratique, mais nous ne sommes pas suroptimistes sur la révolution du transport de l'avenir. Il remplacera avec peine le chemin de fer ou le bateau à vapeur, car sa consommation sera trop grande. J'y reviendrai. L'avion peut aussi avoir une grande valeur dans le proche avenir pour le transport de courrier. Quand il sera correctement développé, il sera plus rapide que n'importe quel moyen de locomotion actuel, dans l'utilisation pour des voyages directs entre deux endroits, sauf en cas d'ouragan. Il n'y aura aucun changement, aucun arrêt,
le voyage pouvant être fait dans une ligne aérienne. Donc voilà, là on est en 1908 et on voit effectivement ils ne se sont pas trompés sur grand-chose, hein, sur la rapidité, sur la capacité effectivement enfin d'aller d'un point A à un point B en ligne droite, et sur le transport du courrier par exemple. Par contre, sur l'aspect commercial, bon, ces frères Wright étaient peut-être plus sages que nous, ils pensaient que la consommation était trop grande des avions. Effectivement, elle l'est. 1909, c'est le grand tournant médiatique, l'avion fait son entrée dans le grand public, grâce notamment à une exposition au Grand Palais. C'est la première exposition internationale de locomotion aérienne. Et là, comme je vous le disais, il n'est toujours pas question de commercialisation. L'idée, c'était de présenter les avions comme des objets de spectacle, et c'était notamment avec un grand nombre de meetings aériens que l'avion fait son entrée dans l'imaginaire collectif. Les réseaux aériens, très loin pour le moment de ce qu'on connaît, ont commencé à toucher un tout petit peu les réseaux, les clientèles très privilégiées dans les années 20. Avant ça, rien. Donc jusque-là, effectivement, pas d'aéroport, pas de structure pérenne. C'est un peu comme un cirque. Quand on veut organiser un meeting, quand on veut organiser un déplacement, on trouve un terrain plat, et puis on décolle, on atterrit, on se débrouille. Toujours pas d'aéroport à ce moment-là. C'est avec la Seconde Guerre mondiale que là, on va avoir effectivement un essor considérable de l'aviation et le début des aéroports. Donc comme je vous le disais, un lien fort avec le militaire. C'est à ce moment-là, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on va structurer le réseau, construire des aéroports. Et puis, fin de la Seconde Guerre mondiale, on se retrouve avec une industrie aéronautique forte, puissante. On se retrouve avec des structures aéroportuaires importantes. Et bien, c'est là où on va commencer à se dire, tiens, si on commençait à commercialiser tout ça. C'est donc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale qu'on va avoir les conventions de Chicago et de Montréal. C'est au moment de ces conventions, sous l'égide de l'ONU, qu'on va commencer à vraiment réglementer le trafic aérien, et c'est toujours ce qui est d'actualité, je dirais. Le but avoué, tisser des liens entre les populations qui s'étaient déchirées pendant la Seconde Guerre mondiale. Le lobbying, à ce moment-là, est encore vrai, c'était aussi la libre circulation des marchandises et des personnes. Donc il y avait vraiment, dès le début, l'idée de forcer tous les aéroports du monde à recevoir tous les avions du monde. On est encore toujours là-dedans. Dans les années 50-60, on a donc ces aéroports qui commencent à être un petit peu partout, et toujours très peu de voyageurs. Par contre, on a ce qu'on appelle des visiteurs, des gens qui vont venir dans les aéroports pour visiter. C'est le moment aussi où l'aéroport en tant que tel, donc l'avion est déjà quelque chose de connu et de quotidien, si je puis dire, en tout cas dans l'imaginaire. Par contre, l'aéroport, c'est là où il va faire son entrée dans tout ce qui est littérature et puis également le cinéma. Alors il y a une scène de Playtime de Jacques Tati, effectivement, et c'est le début aussi des critiques. Les oppositions entre riverains et aéroports, c'est dès les années 50, dès les années 60 qu'elles apparaissent. Donc c'est pas nouveau. Hein. Et ça, pas seulement en France, hein, vraiment dans tout, je dirais, le monde industrialisé. Ensuite, effectivement, petit à petit, l'aéroport se transforme en nœud de transport et puis va venir répondre aux besoins des voyageurs à partir des années 70 essentiellement. C'est là où on va avoir une explosion. Et puis, aussi bien les deux chocs pétroliers que le terrorisme, ça va faire entrer dans une certaine mesure le transport aérien dans une forme de crise chronique, mais ça ne va jamais avoir stoppé réellement ce trafic aérien, qui avait l'air de répondre vraiment à un besoin extraordinaire des êtres humains. Bon. Ensuite, après ces années-là, on va avoir la généralisation des hubs, des méga airports, et là, on va entrer de plein pied dans la mondialisation et dans la compétition entre les différentes métropoles. C'est là où tout le monde va se battre pour avoir le plus gros aéroport, pour avoir le plus gros trafic aérien possible. Et puis c'est aussi le moment où on va pérenniser, voire même développer des plus petits aéroports. Toujours dans cette même logique, dans une espèce de course à la métropolisation, et puis aussi dans cette idée de compétition entre les différents territoires. On va estimer qu'un aéroport est une forme d'attractivité économique. J'y reviendrai plus tard. Il n'y a pas eu beaucoup de retombées positives pour la plupart quand même des équipements de ce type-là. Et puis vient l'année 2020, pour le coup avec son épidémie, et là c'est la première fois que le trafic va réellement connaître un stop. Il faut imaginer, hein, mars 2020, juste avant le confinement, c'est plus de 100 000 vols par jour dans le monde. 100 000 vols par jour. En avril, on tombe à moins de 30 000. En un mois, c'est 70% du trafic aérien qui est arrêté. C'est le plus gros choc. Choc historique là-dessus.
Alors, petit fait amusant, Alexandre de Juniac, qui est le directeur général de l'Association internationale du transport aérien, la IATA, comme je disais tout à l'heure, la convention de Chicago et Montréal, c'était le moment où la IATA a été constituée. Ils attendaient 29 milliards de dollars de bénéfices pour 2020. Bon, là, on est plutôt sur une baisse de 50% du chiffre d'affaires par rapport à 2009. Donc là, effectivement, vraiment, c'est l'année où le trafic aérien, l'industrie aéronautique en général, vraiment a été brisée. Quelques chiffres pareils, Toulouse-Blagnac, donc l'aéroport de Toulouse-Blagnac baisse des 3/4 du trafic aérien. On retrouve la même chose à Bordeaux, la même chose à Lyon, même à Orly, moins 72% de chute du trafic aérien à Orly. Et puis à Avignon, si je ne me trompe pas, c'est la fin de la dernière ligne commerciale qui existait. Plus que derrière. Bon. L'idée de cette crise, d'un point de vue des aéroports, c'est que finalement, ça vient montrer que, oui, les pouvoirs publics peuvent diminuer rapidement et drastiquement le trafic aérien, si les conditions l'exigent. On peut dire quand même de façon raisonnable que le dérèglement climatique est une crise autrement plus importante que l'épidémie, qui est déjà assez désagréable. Donc, pourquoi pas, effectivement, se dire que c'est peut-être le bon moment aussi pour montrer que les pouvoirs publics ont ce pouvoir-là de diminuer rapidement, drastiquement le trafic aérien. Alors, rassurez-vous, effectivement, le transport aérien, dans une certaine mesure, est quand même soutenu. Le gouvernement a déjà lâché plusieurs milliards d'euros pour relancer l'activité. Bon, ça s'est fait sans contrepartie, aussi bien sur le climat que sur l'emploi. Et malgré les milliards qui ont été distribués, Air France et Airbus ont déjà annoncé la suppression de plusieurs milliers d'emplois. D'après des autorités, cette fois aéroportuaires et du trafic aérien, ils estiment à plusieurs années un retour à ce qu'ils appellent la normale. Autrement dit, c'est quand même un moment historique si on veut mettre fin, dans une certaine mesure au moins, à cette chimère. Un certain nombre d'arguments écologiques, politiques et économiques, comme je le disais, vont dans le sens d'un abandon le plus général possible de cette activité. Une liste non exhaustive, dérèglement climatique, extinction des espèces, épuisement des ressources, pollution de l'air, de l'eau, stérilisation des sols, désertification, déforestation. Bref, tout ça est en partie seulement, mais en partie, une partie significative, en grande augmentation, en partie liée à l'aviation, et puis à son pendant terrestre, du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'aéroport. La plupart, vous verrez des données, alors il y en a d'autres que j'ai tirées ailleurs, mais si je peux vous conseiller 2 rapports là-dessus qui sont sortis, un en mai 2020, qui a été édité par The Shift Project, qui s'appelle Crise Climat, préparer l'avenir de l'aviation, et un autre en juillet 2020 par Bell Evolution qui s'appelle Climat, pouvons-nous encore prendre l'avion? Je vous redonnerai éventuellement les références si ça vous intéresse, mais plutôt intéressant de ce point de vue-là parce que ce sont les plus actuels et ce sont les premiers à avoir sorti des chiffres et des orientations juste après le confinement. Première étape, les arguments écologiques. On va voir qu'ils s'axent autour de 3 grands pôles. D'abord tout ce qui concerne la pollution, ensuite ce qui concerne l'artificialisation et puis ensuite ce qui concerne le bruit. Bon, on a vu également que le trafic aérien et donc les aéroports ont joué un grand rôle également dans la propagation de cette épidémie, mais je n'accentuerai pas pour le moment là-dessus. Alors quand on pense pollution du trafic aérien, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est cette idée qu'effectivement on brûle du kérosène. Ouais, on brûle de l'essence, effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a d'autres choses qui viennent participer au dérèglement climatique. Il y a notamment tout ce phénomène de traînée de condensation qu'on a derrière la plupart des avions et qui en fait contribue énormément à l'effet de serre également. Moins de lumière qui passe, un effet de serre qui augmente. Juste pour la France, le trafic aérien représente entre 4 et 7% de l'empreinte carbone. On pourrait dire comme ça ne paraît pas forcément énorme, mais ce qu'il faut voir, c'est l'augmentation de cette empreinte. C'est gigantesque. On le verra, effectivement, on est sur un doublement du nombre de passagers tous les 15 ans. On a vraiment une exponentielle comme ça, qui était censée ne jamais s'arrêter, et à voir maintenant qu'elle a été stoppée, si elle repartira ou pas. Dans tous les cas, toutes les projections qui sont faites aussi bien par les compagnies aériennes que par les constructeurs, etc., il n'y a aucune projection pour le moment qui est compatible, alors ne serait-ce qu'avec les engagements qui ont été pris. On n'est même pas en train de dire là qu'on voudrait que tout reste à la normale, mais même sur les engagements climatiques qui ont été pris par nos autorités, par notre gouvernement, pour le moment, il n'y a aucune projection qui peut rester concrètement en dessous du 1,5 degré
qui est déjà quand même quelque chose d'assez désagréable. Comme je disais, effectivement, doublement tous les 15 ans, et ça c'est quelque chose qui continue, donc on est sur une courbe assez énorme. En 2018, c'est pas moins de 4 milliards de voyageurs qui arrivent. Alors 4 milliards de voyageurs, ça ne veut pas dire qu'il y a 4 milliards de personnes qui ont pris l'avion, hein. Comme je vous le disais, ça reste un transport de luxe. 4 milliards de voyageurs, la plupart des gens qui prennent l'avion restent, au moins du point de vue mondial, je dirais, des gens privilégiés. Bon, je fais partie aussi, hein. Vous ne vous sentez pas plus stigmatisé qu'il ne le faut, mais gardons en tête effectivement que cette idée, c'est 5% uniquement de la population qui a pris l'avion ne serait-ce qu'une fois. En France, pareil, on voit cette même multiplication par 2 en 15 ans, hein. On est passé de 45 millions à 90 millions, et puis maintenant on est à 180 millions de voyageurs. L'essentiel des trajets se font pour du tourisme, vraiment loisir, visite éventuellement amis et famille, et puis par contre, tout ce qui est réseau intérieur, là on va avoir du trafic professionnel. Juste une petite question comme ça, encore des chiffres, et puis après je vous embête moins avec des chiffres. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'aéroports qu'il y a dans le monde? Un chiffre au pif. 1000? Qui dit mieux? Un peu plus? Voire beaucoup plus? 10 000, voilà, on est un peu mieux. 17 000 aéroports dans le monde. 17 000 aéroports dans le monde. Alors quand vous voyez une carte des aéroports, par contre, il ne faut pas vous imaginer que le globe est aussi dense. Enfin voilà, rien n'est dense de ce point de vue-là. Il y a vraiment une concentration sur l'Europe, les États-Unis et puis maintenant l'Asie du Sud-Est. Et puis effectivement le Moyen-Orient avec Dubaï, etc. Chaque seconde, il faut imaginer qu'il y a plus de 120 personnes qui embarquent dans un avion. Comme je vous disais, finalement, c'est peut-être un tout petit peu plus simple de s'orienter comme ça. Chaque fois, vous comptez avec votre chronomètre. 120 personnes ont embarqué dans un avion, en continu. Donc effectivement, comme je le disais, un avion, oui, c'est vrai, ça brûle de l'essence. Ça brûle du kérosène et ça en brûle énormément. Pour vous donner une idée, quand vous prenez votre voiture, alors une voiture classique qui fait, mettons, du 6 litres au 100, quand vous faites un aller-retour Neuve-Avignon, 25 km en gros, vous avez brûlé 1,5 litre d'essence. Autrement dit, si on se le représentait, vous avez votre bouteille d'1,5 litre d'essence, vous faites aller-retour, et pendant cet aller-retour, vous l'avez vidé à l'extérieur en l'enflammant en même temps. Ça, c'est quand on prend une voiture, ça fait déjà pas plaisir. Quand on prend l'avion, là, on est dans une toute autre dimension. Imaginons un aller-retour Paris-New York, un petit peu plus de 11 000 km. Chaque personne, chaque passager, en moyenne, a brûlé près de 300 kg de kérosène. On n'est pas en train de dire l'avion a consommé ça, hein, c'est chaque passager. Pour se représenter peut-être un peu plus facilement, quand vous prenez l'avion, vous avez une valise, vous avez droit à 23 kg dans une valise. Si vous preniez également votre kérosène avec vous, si vous veniez avec votre kérosène, vous auriez 13 valises derrière vous. Donc vous imaginez à la queue de l'embarquement, d'être chacun avec votre petite valise, et puis derrière vous avez 13 valises de kérosène. Vous c'est comme ça, la personne derrière vous, elle a aussi ses 13 valises de kérosène, l'autre derrière, etc., etc., etc. Bon, déjà ça fait beaucoup, vous entrez dans l'avion, et puis maintenant, chacun par votre hublot, tout au long du trajet, vous allez prendre ces 13 valises, et puis petit à petit, vous allez les brûler. Et tout ce qui reste, vous le lancez dans l'atmosphère. Voilà, effectivement, c'est ça, quand on dit effectivement que ça consomme beaucoup, oui, c'est beaucoup. C'est vraiment quand vous allez à New York, que vous revenez, vous avez vos 13 valises de kérosène, et c'est pas juste vous les prenez, vous les ramenez chez vous, non, vous les avez brûlées, et elles terminent dans l'atmosphère. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on va retrouver à plein de niveaux également, hein. C'est ce qu'on appelle l'invisibilisation de la production. Autrement dit, tout ce qui est un petit peu comme ça désagréable, on va faire en sorte que ça ne se voit pas. Ce serait pénible, effectivement, vraiment d'assister à ces kilos et ces tonnes de kérosène qu'on brûle devant nous. C'est jamais agréable. Pareil, hein, quand vous faites le plein de votre voiture, vous ne voyez pas, en fait, combien de litres vous êtes en train de mettre dans votre voiture. Éventuellement, ça s'affiche, mais on n'a pas cette idée de volume. On ne sait pas si on remplit finalement une bouteille, un jerrycan ou une baignoire. Et ça, effectivement, pour l'avion, c'est typique. C'est très compliqué de savoir combien on consomme. Le moyen de transport le plus polluant, comme je vous le disais, en termes de gaz à effet de serre, en termes d'oxyde d'azote, des particules fines. Et puis, une particularité de l'avion, c'est que tout ça est rejeté directement dans l'atmosphère en altitude. Autrement dit, tout le monde en profite. Je reviens sur l'IATA, dont je vous parlais tout à l'heure, l'Organisation internationale de l'aviation, du transport aérien. Depuis le début, elle a réussi un lobbying assez intéressant, et notamment sur le concept de soute internationale. Autrement dit, elle a fait en sorte que les soutes n'appartiennent à aucun pays. Ce qui fait que ce que vous cramez,
quand vous prenez l'avion, ou ce que l'avion crame, ben finalement c'est comptabilisé nulle part. Ça rentre dans aucun bilan carbone qui sont déjà pas la panacée. Ben là, c'est compté nulle part, c'est soutes internationales, sont exclues de tous les calculs. Elles sont exclues de tous les calculs et elles sont aussi exclues de tous les accords sur le climat. On l'a vu encore pour l'accord de Paris sur le climat en 2016. Le transport aérien comme le transport maritime, un petit traitement d'exception. On ne va pas parler de ça. Entre États, on ne parle pas de ça. Ensuite, avant de vous parler maintenant, après la partie pollution, de vous parler de l'artificialisation des sols, je voudrais introduire deux notions concernant la mobilité que Bruno Latour, qui est un sociologue des technologies, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais qui a écrit notamment Les moteurs immobiles de la mobilité. Et il y a deux concepts qui me paraissent intéressants pour comprendre ce qui arrive. Pour lui, la mobilité, il ne faut pas la voir juste comme un simple déplacement. Pour lui, dans la mobilité, il y a deux choses. Il y a d'une part ce qui concerne la transportation, donc c'est vraiment, on était là et on se retrouve là. Et puis il y a d'autre part ce qui concerne la transformation. Autrement dit, quand vous êtes mobile, d'une part, vous vous transportez, en général c'est ce qu'on cherche, et d'autre part, vous allez vous transformer. Et selon les moyens de transport qu'on prend, selon ce qu'on est en train de faire, ça va se passer plus ou moins bien. Je prends un exemple, la chaise à porteur, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça, hein, c'est vraiment, ça se retrouve de moins en moins, mais ça marche plutôt bien pour illustrer ça. Il y a une personne qui est assise en haut, sur son siège, et puis on va avoir un porteur devant, un porteur derrière. D'un point de vue de la transportation, ces trois personnes vont aller du même point et terminer au même point. Du point de vue de la transportation, on a effectivement une forme d'égalité. Du point de vue de la transformation, maintenant, évidemment, la personne qui sera tranquillement assise en haut de la chaise et ceux qui vont avoir porté ne seront pas tout à fait aussi fatigués. Et ça, effectivement, ce concept est intéressant parce que, finalement, ce qui va nous permettre de voir, quand on marche, quand on fait du vélo, ou quand on prend la voiture, ça va être des transportations différentes, et ça va être des transformations différentes. Et ce que nous dit Bruno Latour, et ce qui me paraît important, c'est qu'il y a toujours transformation, il y a toujours quelqu'un qui paye le trajet en termes de fatigue. Soit quand c'est la chaise à porteur, c'est finalement les porteurs, soit quand on prend un moteur à explosion, c'est la planète. D'une façon ou d'une autre, on va transformer la planète en ayant utilisé notre mobilité, en ayant réussi à se transporter. Alors l'avantage effectivement de la chaise à porteur, si je peux dire, du point de vue de la mobilité selon Latour, c'est qu'on ne peut pas ignorer. C'est-à-dire même la personne, effectivement, elle sent qu'elle est privilégiée. Elle voit effectivement à la fin du trajet, si elle a fait faire 4 km à ces deux porteurs, elle voit qu'ils sont fatigués. Elle voit la sueur sur leur dos. Quand on prend l'avion, on ne le voit pas. Tout ça, effectivement, à nouveau, est complètement invisibilisé. On n'a absolument aucune idée de ce que, en l'occurrence, la planète paye pour nous permettre de nous transporter. Donc cette mobilité, voilà, ça me paraît important de voir que c'est transportation, certes, c'est ça qu'on nous vend, c'est ça qu'on achète, mais il y a aussi transformation. Et il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui est transformé quand on se déplace. Une autre notion qui me paraît importante aussi, c'est cette équivalence entre mobilité d'un appareil et immobilité de la structure qui le soutient. Autrement dit, si vous prenez votre voiture, finalement, ça sera beaucoup plus confortable de prendre l'autoroute qu'un chemin de terre. Pourtant, on pourrait vous dire 10 km en voiture, ça reste 10 km en voiture, oui, mais si l'infrastructure est plus lourde, si l'infrastructure est plus imposante, finalement, la mobilité se fera plus facilement. Oui, on va plus vite sur autoroute. Oui, c'est plus confortable de conduire 10 heures sur autoroute que 10 heures sur une piste de terre. Pareil, effectivement, quand on marche sur un trottoir ou dans la boue, et on va retrouver exactement la même chose pour les avions. Les avions, c'est vraiment l'archétype de la mobilité, c'est ce qui nous permet d'aller loin, vite, et en regard, en équivalence, on va avoir les structures les plus immobiles, les structures les plus massives que l'être humain ait jamais construites. Pour vous donner un exemple, le plus grand bâtiment du monde, c'est le terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï. Un terminal, je parle du terminal 3, c'est le plus grand bâtiment du monde. Il fait 1,5 million de mètres carrés. Pas évident de se le représenter. Imaginez le Louvre, alors pas seulement les espaces d'exposition, le Louvre en entier, vous multipliez ça par 6 et vous avez un terminal de l'aéroport international de Dubaï. Alors effectivement, à l'intérieur, il va y avoir des jardins, il y a même une cascade intérieure, je ne sais pas si vous avez pu voir des images de ça, et évidemment c'est un bâtiment qui est entièrement climatisé, sachant que la température extérieure, 8 mois par an, est au-dessus de 30 degrés en moyenne. Et ça, finalement, ce n'est pas juste une exception. Dans les 20 plus gros bâtiments du monde, il y en a la moitié
qui sont des infrastructures aéroportuaires, juste des bâtiments. Et après, évidemment, qui dit bâtiment, on dit aussi une immense surface occupée. Un aéroport, c'est certes les bâtiments, là on se promène, mais c'est aussi également, je l'ai dit tout à l'heure, des grandes pistes, des zones de maintenance, etc. Je me suis livré un petit travail graphique, alors pas forcément évident de vous le montrer de loin, mais je vais couper une seconde le micro pour vous montrer. Alors je vais d'abord vous expliquer. Vous avez là en rose Avignon intramuros, les remparts. Je vais venir après vous montrer ça. Et vous avez en orange l'aéroport, à la même échelle. Allez, je vous montre ça. C'est assez parlant. Je ne sais pas si vous voyez ça. Un peu loin. On trouve la même chose, hein, concrètement. L'aéroport est même, c'est 200 hectares en fait. un peu plus grand, ouais. Donc on part des plus grands. Ça c'est derrière, mais pas faire la scène. C'est bon, ça remarche? Là, c'est bon. Quand on parle effectivement artificialisation des sols, ben voilà, ça permet d'avoir quand même une vague idée de la surface dont on parle. Hein. On n'est pas en train là de parler effectivement, je dirais même pas finalement d'une nouvelle zone d'activité ou d'un nouveau... Enfin, voilà, c'est encore pire que ça. On est sur des surfaces qui sont gigantesques. Il ne faut pas croire qu'Avignon, ça soit une exception hein, de ce point de vue-là. Évidemment, ça va se retrouver pour absolument toutes les villes. À Paris, par exemple, si vous prenez juste Roissy-Charles de Gaulle, c'est déjà un tiers de Paris intramuros, si on fait le même travail. Alors si en plus vous rajoutez Orly et le Bourget, vous avez un peu plus de la moitié, l'équivalent de la moitié de la superficie de Paris intramuros, qui pourrait être recouverte juste par ces aéroports. On l'a dit, hein, l'aéroport, ça reste quand même une surface essentiellement utilisée par des gens qui sont d'une certaine façon privilégiés, ceux qui l'utilisent le plus en tout cas. Il reste les voyages d'exception. Donc ça, on va retrouver ça à Paris, on va retrouver ça finalement comme une des premières bases, je dirais, des enjeux environnementaux les plus souvent utilisés, alors en général contre la construction des aéroports, évidemment, une fois que c'est là, c'est plus compliqué, mais c'est la base des enjeux environnementaux, c'est cette occupation des sols. Et ça, on va le retrouver partout, hein. Même Heathrow à Londres, ça a été construit sur le lit de la Tamise, donc une zone intéressante d'un point de vue naturel, mais qui a été réquisitionné en 1944 pour un usage militaire qui finalement a été peu avéré, mais qui maintenant intéresse bien, et Heathrow est devenu un des plus gros, je crois, le plus gros même aéroport européen. On va retrouver la même chose à Amsterdam, c'est une poldérisation, donc on va vraiment venir assécher, récupérer de la terre sur la mer pour pouvoir construire l'aéroport. On va retrouver la même chose un petit peu plus loin, du côté d'Osaka, où l'aéroport du Kansai est carrément bâti sur un terre-plein dans la baie. Donc on va rajouter de la terre dans une baie. Vous voyez, hein, vous avez vu l'ordre de grandeur de ce que ça pouvait représenter, à 4 km du rivage. Hong Kong, pareil, on avait 2 îlots qu'on va avoir rassemblés, arasés, pour pouvoir faire un aéroport. Et ça, effectivement, c'est sans compter tout ce qui est annexe, c'est-à-dire l'urbanisation des activités, les logements, les hôtels, etc., tous les équipements logistiques qui tournent autour. Voilà pour la partie artificialisation des sols. Vient ensuite une autre partie, et je sais que c'est un des fers de lance de l'INADRAC, c'est ce qui concerne le bruit. Oui, oui. Effectivement, un avion, alors c'est pas fait pour, c'est fait pour transporter, mais il se trouve que ça fait du bruit. On va appeler ça une externalité, c'est-à-dire au sens où c'est pas quelque chose de désiré initialement, et là on va parler d'externalité négative. Une externalité négative qui est encore différente d'autres externalités négatives qu'on pourrait avoir, par exemple l'impact visuel qu'on pourrait avoir pour la publicité, ou les mauvaises odeurs, qui sont d'autres formes d'externalités négatives, ou les embouteillages pour d'autres activités. Le problème du bruit, si je puis dire, c'est que ça ne s'arrête pas une fois que vous avez fermé votre porte. Il y a une forme d'intrusion dans l'intime avec les nuisances sonores, c'est-à-dire que même si vous êtes chez vous, vous faites votre repas du dimanche midi avec vos enfants, vos petits-enfants, et le fait d'être à côté d'un aéroport, vous le savez. En général, alors il faut savoir que cette lutte contre le bruit, c'est le fer de lance d'absolument toutes les associations de riverains. On les comprend. En général, l'entrée des associations dans la lutte contre les aéroports se fait par le bruit, et puis petit à petit, il y a une découverte de tous les autres enjeux, aussi bien politiques qu'écologiques. Et c'est vrai que l'entrée, finalement, oui, c'est vrai qu'on s'en rend compte quand on habite près d'un aéroport. Et en général, les autorités politiques vont répondre non pas par la lutte contre les aéroports ou la lutte contre le bruit, mais par une normalisation de la nuisance par sa réglementation. J'explique. Autrement dit, au lieu de lutter contre le bruit des avions, le bruit d'un aéroport, on va mettre en place un plan bruit
ou une cartographie des bruits, et puis on va dire que en dessous de ce seuil, c'est acceptable, au-dessus de ce seuil, c'est inacceptable. Finalement, on va normaliser cette nuisance comme si elle était là et que c'était normal qu'elle soit là, parce qu'on va la réglementer. Ce genre de mécanisme donc de normalisation par la réglementation, on va retrouver ça aussi dans la gestion des catastrophes. Les marées noires, au lieu de lutter finalement contre le trafic des pétroliers ou le nombre de bateaux dans une zone, on va mettre en place des plans d'urgence. C'est bon, la nuisance a été réglementée, elle est normalisée, il y a un plan d'urgence, s'il se passe quelque chose, on est prêt. Autre petite remarque par rapport à ce bruit, c'est que le bruit d'un avion, on l'entend quand on est en dehors de l'avion. Quand on est à l'intérieur d'un avion, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus confortable. Alors certes, ça fait un peu plus de bruit que quand on est dans sa chambre, mais c'est quelque chose de tout à fait supportable. On a à nouveau cette espèce d'inégalité entre ceux qui profitent des avions et puis ceux qui subissent les avions. Alors il faut savoir qu'il y a certains aéroports qui se lancent dans une forme de compensation. Il y a des pionniers là-dessus comme Los Angeles où ils essayent de distribuer un peu d'argent aux riverains en compensation du bruit subi. On a vraiment une logique là-dessus de marchandisation du bruit et de marchandisation de la nuisance. Bon, c'est des choses qui existent. Et d'un point de vue politique, on va avoir aussi d'autres éléments. Donc, comme je le disais, effectivement, le trafic aérien et donc l'utilisation des aéroports est quelque chose de profondément inégalitaire. On en a l'exemple quand même avec Avignon là-dessus, où effectivement, comme je le disais, plus de vols commerciaux. Par contre, on va avoir du voyage d'affaires ou du loisir avec des jets, etc. Bref, ce n'est pas le commun des mortels qui atterrit maintenant ou qui décolle de l'aéroport d'Avignon. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire une citation de Jacques Attali. Une fois n'est pas coutume. Jacques Attali, pour ceux qui ne connaissent pas, éditorialiste, chef d'entreprise, haut fonctionnaire, et puis surtout, c'est celui qui a été à l'origine et qui a porté, qui porte encore, le rapport de 2008 de la Commission pour la libération de la croissance française. On est toujours dans cette ère Attali d'un certain point de vue, en tout cas son influence sur les politiques économiques du gouvernement actuel, son influence est assez forte. Allez, je vous lis ça, c'est paru dans L'Homme nomade en 2003. À tout instant, plus de 10 millions de personnes seront en l'air à bord de dizaines de milliers d'appareils de plus en plus spacieux, de plus en plus sûrs, de plus en plus confortables et sophistiqués. Alors que tous ces moyens, conçus et fabriqués sur mesure, sont à disposition des hyper-nomades, les sédentaires n'en utilisent que les ersatz encombrés, avions surchargés, autoroutes embouteillées, transports en commun bondés. Quant aux infra-nomades, ils s'entassent dans des moyens de transport archaïques, cercueils flottants, volants ou roulants. Autrement dit, effectivement, d'un point de vue stynisme, ça se pose là. Vraiment, c'est prône, de ce point de vue-là, l'utilisation du jet privé, et puis ceux qui sont réduits à prendre leur voiture ou pire leur vélo, bon, pas forcément dans son cœur. Autre chose, effectivement, sur les aéroports, un autre paradoxe. Donc on a vu, premier paradoxe, grande mobilité des avions, hyper immobilité des aéroports. Autre paradoxe là-dessus, c'est qu'il n'y a pas plus uniforme qu'un aéroport. Autrement dit, vous rentrez dans un aéroport n'importe où dans le monde, c'est un lieu normalisé, invariant. L'organisation est toujours la même, la structure de la circulation est toujours la même. Vous avez le même air conditionné, vous avez les mêmes commerces standardisés. Bref, c'est des dispositifs qui sont effectivement très complexes en termes de gestion des flux, etc., mais qui sont parfaitement homogènes partout dans le monde. Et pourtant, ce sont des portes vers l'ailleurs, vers l'autre bout du monde, vers l'exotisme. C'est ce qui nous permet d'aller vers le plus exotique possible, et pourtant, ça se fait à travers des portes, des aéroports en l'occurrence, parfaitement uniformisés. D'autres choses du point de vue de la consommation, alors c'est vrai que ça ne touche pas directement à Avignon, mais comme je vous l'ai dit, c'est aussi une vision un peu plus globale de ce que sont les aéroports dans le monde. Normalement, dans un contexte de consommation classique, un contexte de service, le futur consommateur, ou le consommateur en devenir, est libre d'adhérer ou non, est libre de consacrer le temps qu'il veut, d'aller où il veut dans les zones de chalandise. Autrement dit, quand vous allez rue Joseph Vernet, vous avez le droit de traverser toute la rue, vous avez le droit de partir quand vous voulez, vous avez le droit d'entrer dans les magasins ou non, et puis vous avez le droit d'y passer 10 minutes ou une après-midi. Ce n'est pas le cas dans un aéroport. Un aéroport, vous êtes enfermé dans une zone déterminée de l'aéroport. Ce n'est pas vous qui choisissez où vous allez. Et puis vous êtes pour une durée sur laquelle vous n'avez aucune influence. Vous ne pouvez pas partir d'un aéroport et ce n'est pas vous qui choisissez à quel moment vous en partez. Donc vous ne pouvez pas en réchapper. Autrement dit, c'est le lieu de toutes les libertés et puis c'est à la fois un lieu où on est très contraint, très enfermé. Et ce n'est pas pour rien que c'est aussi un lieu où notamment les produits de luxe, ou en tout cas les objets de consommation, on va dire, forte valeur ajoutée, sont très présents parce que c'est là où ils peuvent vous imposer, vous obliger à regarder leur vitrine, leur publicité, pendant un temps auquel vous ne devriez peut-être pas consacrer autant de temps à regarder la pub Chanel si vous l'aviez juste croisée en voiture.
Et en termes de contrôle, effectivement, l'aéroport, ça se pose là. Hein. On a vraiment le laboratoire de tout ce qui concerne le contrôle des populations. C'est formidable un aéroport de ce point de vue-là parce que, comme je disais, 4 milliards de voyageurs en 2018. Et puis à la fois, chacun décline sa petite identité. Autrement dit, vous avez une masse, une foule incroyable, et vous connaissez chacune de ces personnes. Vous connaissez tout sur eux, vous savez où ils vont, etc., etc. Donc vous avez cette espèce de promesse de liberté qui se heurte à un contrôle des corps. Vraiment, on est dans le contrôle des corps qui est extrêmement fort. C'est dans les aéroports qu'ont été mis au point les scanners. Alors maintenant, on a ça dans tous les magasins, juste pour savoir si on bip ou pas à l'entrée ou à la sortie d'un magasin. C'était initialement dans les aéroports. C'est là aussi où on va avoir la mise au point des scanners. C'est là aussi où on va avoir la prise de température systématique. C'est là aussi où on va pouvoir expérimenter de façon très simple, si je puis dire, ou en tout cas avec un échantillon intéressant, la reconnaissance faciale. Bref, ce qu'on a effectivement dans l'amélioration, on va dire ça comme ça, des moyens de contrôle sur la population, tout ça va avoir été expérimenté dans les aéroports. Facile, il y a du monde, tout le monde est consentant pour donner son identité, et puis en général, grâce à cette fameuse lutte contre l'insécurité ou contre le terrorisme, on va pouvoir faire à peu près n'importe quoi à n'importe qui. On va avoir, pareil, des files d'attente bien délimités. Alors à nouveau, les premières classes, eux, vont pouvoir aller où ils veulent, aller aussi vite qu'ils veulent. On garde quand même un système très inégal. Et puis, c'est aussi quand même l'endroit, alors pas nécessairement évident, je reviens juste après, où on va avoir cette espèce d'inégalité aussi qu'on va enfin visualiser entre les différents passeports. Tiens, j'ai un passeport européen, je passe là, ça va plus vite, c'est plus tranquille. Et puis à côté, on voit cette file immense de gens qui essayent de rentrer en Europe, qui ont peut-être le visa, qui ont peut-être mis des mois à le faire. Mais bref, on visualise très bien qui a le droit d'entrer, qui n'a pas le droit d'entrer. Les aéroports, plus grande frontière de la France, c'est là effectivement aussi où on va éviter de mélanger les touristes avec les migrants, les expatriés avec les voyageurs. Bref, c'est là où un tri se fait. Et alors, je ne sais pas effectivement à Avignon, peut-être que vous le savez, mais en général, sur les petits aéroports, sur lesquels en tout cas on va en jet privé, personne ne vous embête trop avec les visas. Alors là, c'est marrant, je me souviens d'avoir discuté de ça avec notamment quelqu'un qui fait des visites, des visites guidées sur Paris et qui me racontait, quand il va chercher ses clients fortunés au Bourget, il va les chercher à la sortie de l'avion, il les amène, il n'y a aucun moment où on leur demande leur passeport ou leur visa. Vous avez oublié votre passeport? Non, c'est pas grave. Vous êtes arrivé en jet privé, on va dire que vous avez le droit d'entrer sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve, alors je ne sais pas effectivement comment ça se passe à Avignon, mais c'est quelque chose qui se retrouve en termes d'inégalité assez bien quand on arrive en jet privé, on n'a pas besoin de son passeport. Autre point un petit peu délicat sur les aéroports, en tout cas d'un point de vue économique, politique, c'est tout ce qui concerne le financement. Ah oui, essentiellement, le financement au moins de la construction et puis dans une immense partie la maintenance des infrastructures aéroportuaires, c'est de l'argent public. C'est de l'argent public, alors il faut savoir effectivement que l'immense majorité des aéroports français sont largement sous-utilisés. Comme je vous le disais, on a cette course à la métropolisation, cette compétition entre les territoires, donc chacun veut son aéroport, mais finalement, en général, ils sont tout à fait sous-utilisés. Mais par contre, effectivement, on va avoir parfois des subventions publiques, parfois plusieurs millions, et le discours officiel veut que ces millions distribués vont être récupérés grâce à une activité induite. Alors, si vous avez trouvé des études là-dessus qui prouvent qu'il y a un vrai retour sur investissement, je suis preneur. J'ai beau avoir écumé tout ça, j'ai vu effectivement plein de choses où on montre bien que non, c'est vraiment juste des infrastructures de prestige. Il n'y a aucun moment, d'un point de vue économique, ça marche. Du point de vue de l'emploi, c'est même pas 0,4% de l'emploi, donc on est vraiment très très loin de ce qu'on peut nous promettre. Et quand on voit la surface que ça prend, on se dit qu'il y a peut-être d'autres choses à faire qui seraient peut-être plus intéressantes du point de vue de l'emploi. Du point de vue économique, et du moins pour les aéroports de province, il n'y a absolument rien qui démontre que l'impact économique est positif. Par contre, prestige d'avoir un aéroport sur son territoire. Il faut savoir qu'en France, 55% du trafic aérien se fait sur Paris. Et le reste, les 45%, la moitié de ce qui reste, si je puis dire, donc un quart, c'est Nice, Lyon, Marseille, Toulouse. Donc en gros, quand vous avez enlevé Paris, Nice, Lyon, Marseille, Toulouse, le reste du territoire français se partage 25% du trafic. C'est quand même pas énorme. Et ce qu'on remarque aussi, alors je ne sais pas à nouveau comment ça se passe à Avignon, mais peut-être vous en parlerez, ce qui se passe en tout cas dans une grande partie des villes, c'est qu'on va avoir une grande collusion entre les milieux d'affaires, chambres de commerce, etc., et puis les élus, qui poussent en fait à surdimensionner, comme je vous le disais, ces infrastructures dans cette espèce de course vers le plus gros aéroport possible, voire des constructions inutiles. Il y a d'autres impacts aussi pareils sur le prix du foncier, le prix du logement. Alors c'est sûr que
habiter à côté d'un aéroport, enfin, un aéroport qui se construit à côté de chez vous, en général, c'est pas hyper bon pour l'immobilier, on va dire. Voilà, en tout cas, en ce qui concerne les arguments politiques, les arguments écologiques. Et maintenant, il y a un certain nombre de choses qui vont être mises en place pour finalement améliorer ça. Alors là, j'ai surtout gardé l'axe écologique pour les améliorations parce que c'est là-dessus que travaillent les constructeurs aériens, les compagnies aériennes. Est-ce que vous avez des idées de ce que font les constructeurs, de ce que tentent les compagnies aériennes pour réduire l'impact du trafic aérien sur le dérèglement climatique? Des choses que vous auriez vues? Compensation. Comment? Les compensations. Les compensations, oui. Il y a un grand programme, effectivement, Corsia, qui, effectivement, est censé compenser. Alors, compenser, ça veut dire, en gros, planter des arbres à mesure de ce qu'on a brûlé. Parce que ce qu'on a brûlé, on l'a brûlé. Et puis, les arbres qu'on a plantés, il faut, en fait, des dizaines d'années avant de retrouver l'équivalent. Autrement dit, le temps que votre arbre pousse, vous avez déjà cramé beaucoup plus que ce que vous pouvez planter. Et puis, également, bon, faut pas que vos forêts se tiennent bien. Et en général, c'est ce qu'on plante pour de la compensation, c'est rarement des essences intéressantes d'un point de vue environnement. C'est vraiment juste pour compenser. Donc en général, c'est plus pour se donner bonne conscience. En tout cas, il n'y a aucune équivalence possible, sauf si on arrêtait complètement le trafic aérien et qu'on se mettait à planter des arbres partout. Et là, on pourra à peu près compenser, mais que les ordres de grandeur sont tellement grands que, effectivement, même les compagnies aériennes se rendent bien compte que c'est plutôt un outil marketing que réellement écologique. D'autres solutions sur lesquelles travailleraient les constructeurs, les compagnies, vous avez des idées? Pour venir aux avions à hélice. Ouais, il y a des choses effectivement là-dessus. Sur le. Alors, c'est pas rétrogradé parce qu'on utiliserait les technologies actuelles, voire nouvelles là-dessus pour l'avion à hélice. Par contre, ça veut dire moins de gens et ça veut dire moins vite. Autrement dit, pareil, on est dans quelque chose qui est cosmétique de ce point de vue-là. Quand on vous proposera un truc plus cher qui vous mettra plus de temps par rapport à un truc à côté, bon, on pourra toujours dire effectivement que c'est le consommateur qui choisit in fine, mais bref, d'un point de vue écologique, ça marche toujours pas. D'autres choses que vous auriez lues? Oui, hydrogène, électricité. Avion électrique, avion hydrogène. Alors là, je me suis régalé effectivement à voir mes anciens camarades qui travaillent dans l'aéronautique. Alors d'une part, il faut bien comprendre effectivement que aussi bien d'un point de vue, l'utilisation de l'électricité ou de l'hydrogène pour des avions, c'est juste une façon de déplacer le problème. Il n'y a pas de mine, je dirais, d'hydrogène ou de mine d'électricité. Il faut la produire. Pour l'hydrogène, la seule façon à peu près de fabriquer, de produire de l'hydrogène, c'est quand même en brûlant du pétrole. Et puis pour l'électricité, en France, on a du nucléaire, mais globalement, ça reste quand même en brûlant du pétrole. Autrement dit, au lieu effectivement que ce soit les avions qui polluent, on va polluer en amont pour produire de l'hydrogène ou de l'électricité qu'on va ensuite mettre dans les avions. Ça pose deux problèmes. Ça pose des problèmes de stockage. Les piles, aussi bien hydrogène qu'électrique, ça pèse beaucoup plus lourd que finalement du carburant qu'on brûle petit à petit. Donc des gros problèmes de dimensionnement là-dessus. Et alors par contre, niveau bruit, un peu mieux, effectivement. Mais par contre, après d'autres choses sur l'électricité ou l'hydrogène, c'est que c'est des technologies qui sont absolument pas mûres. À l'heure actuelle, un avion électrique, c'est vrai, il y en a un. Il transporte 2 personnes pendant 1 heure à une vitesse inférieure aux avions de ligne. Voilà, un avion électrique tel qu'on l'entend. Alors, il y a d'autres expériences, le Solar Impulse, etc. Mais globalement, sur la technologie qui a vocation à devenir commerciale, on est encore très très loin du compte. Autrement dit, si on lance ça maintenant, les effets bénéfiques théoriques, c'est au moins 10 ans. On voit effectivement avec le plan hydrogène qui a été lancé par le gouvernement, on n'est pas en train de dire on va sauver l'environnement dans les 6 prochains mois. On est sur du moyen terme, voire très long terme, et surtout sur du très hypothétique. On en a balayé pas mal. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres choses que vous auriez lues? Pas nécessairement, ok. Là-dessus, si vous avez envie, comme je vous le disais, The Shift Project ou BL Evolution, et dans leur rapport, on voit bien, alors c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là, parce que ils montrent que ça arrive une génération trop tard. En gros, on aurait fait tout ça, cet effort-là d'investissement, il y a 25 ans, dans une certaine mesure, on aurait pu avoir quelque chose de compatible avec un plus de degrés. En le faisant maintenant, c'est de toute façon trop tard. Il n'y a aucun scénario, en combinant tout ça, qui fait qu'on peut respecter, comme je le disais, on n'est même pas en train de dire respecter une planète vivable, on est juste en train de dire respecter les engagements climatiques qui ont été pris par nos gouvernements. Il n'y a rien, pour le moment, qui peut le faire d'un point de vue technologique. Et c'est vrai que les compagnies aériennes, les constructeurs aéronautiques proposent des solutions technologiques. C'est ça qu'ils savent faire. Technologiquement, ça ne suffira pas. La seule chose qui puisse faire qu'on respecte finalement les engagements qu'on a pris, c'est des remises en cause beaucoup plus radicales qu'il faut prendre de toute urgence. C'est des décisions politiques qui peuvent nous sauver de ce point de vue-là. Tant mieux si ça se fait en complémentarité avec
des innovations, avec des découvertes technologiques, mais ça ne suffira pas. Tout le monde là-dessus, enfin tous les ingénieurs là-dessus je dirais, convergent pour dire que ça peut faire du bien, ou en tout cas ça peut faire un tout petit peu moins de mal, mais ça ne suffira pas. D'autant plus qu'on n'est pas du tout sur une dynamique pour moi de réduction du trafic aérien. Comme je vous le disais, on est plutôt sur une courbe où on multiplie par 2 le nombre de voyageurs tous les 15 ans. Donc il va falloir une transformation rapide et massive de cette industrie. Il n'y a pas le choix, si vous voulez, ne serait-ce que respecter notre plus 1,5 degré, qui sera déjà assez désagréable. L'un des avantages de cette épidémie, si je puis dire, au moins du point de vue de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on a montré que le transport aérien, il fait certes partie de nos vies, mais de façon très occasionnelle. Autrement dit, si l'épidémie avait entraîné une énorme pénurie, je ne sais pas moi, d'électricité ou de nourriture, bon, effectivement, au quotidien, ça aurait été nettement plus pénible. Là, le fait, finalement, de se passer d'avion, c'est désagréable, certes, mais on sent bien que ce n'est pas la même prégnance, je dirais, au quotidien. Donc, effectivement, si on veut prendre au sérieux les engagements internationaux qui ont été faits en matière de climat, l'idée, ça va être de diminuer drastiquement la fréquentation des aéroports. Alors, c'est là, effectivement, où ça va devenir un petit peu chaud, si je puis dire, c'est que si on veut respecter juste le 2 degrés, donc on n'est même pas sur une courbe moyenne, sur le 2 degrés, il faudrait diviser par 2 le nombre de voyageurs d'ici 10 ans. Donc on n'est même pas en train de dire, si on s'arrête là, si c'est le même nombre de voyageurs, ça va le faire, non. Au lieu d'avoir cette courbe ascendante, ou même au lieu d'avoir un truc stable, là, il faudrait diviser par 2 le nombre de voyageurs, et ça d'ici 10 ans. Et ça nous permet juste de contenir un truc à 2 degrés. Au moins pour la part de l'aviation là-dessus. Donc l'idée, c'est qu'en suivant ça, bon, ça n'empêcherait pas nécessairement de faire le voyage de sa vie, ou de retrouver sa famille, ou éventuellement de s'expatrier, mais évidemment tout ce qui est loisir, si je puis dire, de ce point de vue-là, ou même affaires, tout ça devrait être arrêté le plus rapidement possible. Et ça, c'est évidemment pas les compagnies aériennes, c'est évidemment pas les constructeurs aéronautiques qui vont vous dire de le faire, ça ne peut être qu'une décision politique. Pourquoi que politique? Parce qu'on pourrait dire, ben voilà, si à titre individuel je fais l'effort, pourquoi pas? Ça, c'est ce qui s'est passé avec l'effet Flixcam. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, la honte de prendre l'avion, qui est un phénomène qui a été assez fort en Suède, beaucoup plus en tout cas que dans d'autres pays, et ça a amené une réduction de 8% du trafic aérien. C'est déjà pas mal, mais on est très très loin du 50% qui est nécessaire. Donc l'effort individuel sera peut-être important, l'effort technologique ça sera important, mais sans décision politique ça ne suffira pas. Effectivement, d'un point de vue strictement carbone, ça fait partie des secteurs qui ne pourront pas être décarbonés, du moins pas à temps, si on veut respecter nos engagements climatiques. Donc il n'y a pas le choix, il va falloir, effectivement, ça sera une des victimes de la transition vers le bas carbone, si on veut respecter nos engagements là-dessus. Repousser l'échéance, ça fait qu'aggraver le choc, évidemment, donc plus on traîne, et finalement plus ça sera pénible. Et finalement, il y a un moment donné où de toute façon, on n'aura plus le choix. L'idée, il y a plusieurs propositions possibles là-dessus qui peuvent être assez ambitieuses, si je puis dire, on verra ce qui sera fait ou pas fait. Ça serait de fermer déjà les liaisons intérieures qui sont réalisables en train. Là, ce qu'a proposé le gouvernement avec la fameuse limite des 2h30, en gros, c'est 10% du trafic intérieur qui serait réduit. C'est déjà pas mal, mais c'est pas énorme. Évidemment, si tout ce qui peut être fait en train n'aurait plus le droit de se faire en avion, ça serait nettement mieux. Évidemment, il faudrait abandonner tous les projets d'extension et de construction d'aéroports. Il faudrait éventuellement pouvoir taxer le kérosène. Et puis, il faudrait, d'un point de vue social, évidemment, garantir l'emploi des travailleuses et des travailleurs en accompagnant la reconversion de ce secteur. Pourquoi pas vers le ferroviaire, du coup. Et puis, également, bien sûr, réorienter les subventions publiques. Au lieu de subventionner les aéroports, il va être temps de subventionner finalement peut-être le développement d'alternatives, justement, aux aéroports. Il y a un grand nombre d'aéroports qui devraient être fermés, et ça, à nouveau, le plus rapidement possible si on veut respecter nos engagements. L'ensemble, de toute façon, d'activité même des grands aéroports devra être réduit, l'ultra low cost devra disparaître. Il faudra évidemment pouvoir favoriser le télétravail pour éviter les réunions, les déplacements. Il faudra revoir évidemment le régime aussi de propriété des aéroports. Et tout ça, dans l'idée, ça permet, je dirais, d'atténuer l'atterrissage, d'atténuer la transition, mais in fine, en tout cas, de la façon dont les aéroports existent actuellement, on n'aura pas d'autre choix que les démanteler. On pourra imaginer pourquoi pas un trafic aérien beaucoup plus ponctuel, beaucoup plus provisoire, mais l'aéroport tel qu'on le connaît, il faudrait le démanteler. Alors comment on fait? Il me reste encore quelques minutes, on va commencer en retard. Comment on fait? Il y a plusieurs façons de faire. Les oppositions, comme je le disais, aux constructions et puis aux agrandissements des aéroports, elles ont toujours été là. Donc l'idée là, c'est de replacer un tout petit peu la lutte, ce qui se fait à Avignon, dans un contexte
historique et géographique un peu plus large. C'est pas que chez nous qu'on lutte effectivement contre les aéroports. Il faut imaginer même dans les années 60, création du nouvel aéroport de Tokyo, et bien on a un vaste mouvement d'opposition chez les paysans, chez les citoyens, et puis même des organisations politiques. C'est ce qu'on va appeler la lutte de Sanrin-Zuke, qui est finalement un truc assez incroyable, je dirais, du point de vue de la lutte contre les aéroports. Dans d'autres luttes, à d'autres endroits, dans les années, en 87, il y a eu une énorme protestation contre l'extension de l'aéroport de Francfort, qui devait se faire, qui s'est faite d'ailleurs, dans la forêt alluviale, mais c'est une énorme protestation. Il y a eu, je crois, 2 morts côté policier, donc c'était pas juste des petites marches sur l'aéroport. Et c'est pour ça, effectivement, on va pouvoir muscler tout ça. Entre État, effectivement, collectivités locales, gestionnaire d'aéroport, bref, tout ça est extrêmement complexe d'un point de vue de la gestion de l'aéroport. Et bien évidemment, on va avoir plein de groupes avec des enjeux de pouvoir complexes, intenses. Et il va falloir, pour ça, pour en tout cas ce qui marche, ce qui a marché, soit dans l'histoire, soit dans le monde, c'est une alliance, c'est en tout cas une complémentarité entre différentes formes d'action. Le plaidoyer auprès des décideurs, le plaidoyer auprès de la justice, j'y reviendrai, il y a des choses qui se passent de ce côté-là. Les plaidoyers auprès des influenceurs, pour effectivement gagner l'opinion publique, et puis après tout ce qui va être action de désobéissance civile non violente, et puis également on va avoir de nombreuses actions directes contre les aéroports. Alors c'est en général pas des trucs qui font la une des médias, mais qui d'un point de vue économique ont un impact qui parfois va permettre en tout cas de réduire la nuisance économique des aéroports. Alors récemment, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Extinction Rébellion qui le jour du déconfinement, enfin le jour de la réouverture d'Orly, est allé sur les pistes, arrêter un avion. Alors c'est symbolique, c'est très fort, et le fait d'avoir ces photos d'un corps devant un avion, ça marche plutôt bien d'un point de vue là-dessus. Bon, ils ont réussi à stopper, je crois, 1 heure le trafic, ce qui est toujours mieux que rien. On a eu aussi des militants de Greenpeace à Schiphol, aux Pays-Bas, qui ont circulé à vélo sur les pistes. Donc là, pareil, en termes de symbole, ça marche plutôt bien. On voit, tiens, pourquoi pas des vélos plutôt que des avions. Qu'est-ce qu'on a eu? Donc là, c'est plutôt dans la désobéissance. On a eu effectivement aussi Extinction Rébellion au Royaume-Uni, qui ont réussi à occuper un aéroport. On a eu des militants qui ont occupé pendant plusieurs semaines, alors ça c'était en 2007, les abords de l'aéroport d'Heathrow. Et puis on a eu aussi les tunnels d'accès à Heathrow qui ont été bloqués. Et après, d'un point de vue d'action directe, alors pareil, c'est un peu plus compliqué de trouver, mais dans les choses un peu plus confidentielles, il y a eu quand même cette histoire de drone, je ne sais pas si vous avez suivi ça, des drones, et là, qui est effectivement juste un petit drone qui suffit pour perturber pendant plusieurs heures les aéroports. Et il y a eu plein d'autres choses, en plus en termes de sabotage ou effectivement de faux appels, etc., qui perturbent effectivement aussi les aéroports et qui font finalement que d'un point de vue économique, ça devient moins rentable d'avoir ça. Il y a bien sûr Notre-Dame-des-Landes, sur lequel je ne reviendrai pas forcément, mais qui est la lutte emblématique contre les aéroports en France. Mais à nouveau, c'est pas isolé. Ça se retrouve dans tous les pays. Et comme je disais, je vais aller revenir sur le côté justice. Oui, plaidoyer en justice, c'est des choses qui fonctionnent. Qui fonctionnent grâce à un travail de lobbying citoyen qui a été fait en amont. Et là, qu'est-ce qu'on a eu récemment, en 2017, à Vienne, en Autriche? Il y a eu l'agrandissement d'un aéroport qui a été interdit au nom du climat. Donc effectivement, Première mondiale, en Autriche, la justice interdit la création d'une 3e piste en raison de l'impact sur le climat et de la destruction des terres agricoles. Donc effectivement, tout ça, en termes de complémentarité, marche plutôt bien. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a démantelé un aéroport? Là, déjà, on redonne aux citoyens, plutôt qu'avoir quelque chose qui est imposé. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais les aéroports font partie de ces grands projets inutiles, alors, ou du moins imposés, parce qu'effectivement, il n'y a jamais eu, je dirais, des riverains ou des citoyens qui se sont dit tiens, on voudrait un aéroport et qui font un sitting devant une mairie pour avoir un aéroport. Non, c'est toujours des choses qui viennent d'en haut, qui sont imposées d'en haut, alors de plus ou moins haut. Notre-Dame-des-Landes, c'était une volonté nationale. Mais on a toujours effectivement cette idée de grands projets imposés quand on parle d'aéroport. Et donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a démantelé un aéroport? Tout est possible, tout est envisageable d'un point de vue des citoyens. Et puis, on a quelques exemples. Alors, c'est à Berlin, je ne sais pas si vous connaissez cet aéroport de Tempelhof qui a été démantelé. Et c'est un espace qui a été déclassé, qui est devenu un parc urbain aussi vaste que Central Park à New York. Alors on a des jardins partagés, on a des cafés, des bars. Vous imaginez la surface récupérée d'un coup quand on démantèle un aéroport. Donc il y a des expositions, des courses, des concerts, bref. Et il y a aussi un autre exemple, c'est l'illustration d'ailleurs que vous avez sur l'affiche, qui est le Parque Bicentenario à Quito, qui est un aéroport qui était en plein centre-ville de Quito, extrêmement dangereux, parce que la ville s'était étendue petit à petit, avait entouré complètement l'aéroport, qui a été déclassé à nouveau et qui est devenu un parc. Alors évidemment, aussi bien à Berlin qu'à Quito, en Équateur, Quito, ce ne sont pas des arrêts définitifs du trafic aérien, c'est juste que finalement, tout a été déplacé sur un autre aéroport un peu plus loin. Mais on pourrait très bien imaginer dans d'autres endroits, et je pense notamment à Avignon, finalement que ce ne soit pas un déplacement, mais juste un arrêt pur et simple
des activités aéroportuaires. L'idée, effectivement, là-dessus, c'est d'arriver à se désintoxiquer de ce qui est productivisme au sens large, en tout cas, de ce qui maintenant nuit plus à la qualité de vie, à la vie tout court, que n'apporte des choses. En tout cas pour le commun des mortels. À nouveau, on a vraiment quelque chose en termes d'inégalité qui marche très bien. C'est vrai que quand on a son jet privé et qu'on peut atterrir à Avignon et qu'ensuite on a sa petite maison dans les Alpes, on est bien content. Bon, d'un point de vue intérêt général, d'un point de vue planète, c'est des choses qui devraient pouvoir être envisageables. Alors je vais conclure juste avec une notion philosophique que vous connaissez sans doute, c'est l'hubris. Chez les Grecs anciens, l'hubris c'était la démesure, l'orgueil, qui était quelque chose d'inacceptable de la part d'un mortel. Et en général, dans toute la mythologie grecque, ça se termine par une punition divine. Et Dieu qui viennent rappeler aux hommes qu'ils sont des hommes. Un petit exemple, c'est Icare, que vous connaissez peut-être, et qui, à mon avis, peut illustrer pas mal la lutte contre les aéroports et contre le trafic aérien en général. Icare, c'est le fils de Dédale. Dédale qui avait construit un labyrinthe pour enfermer le Minotaure, etc., etc. Bref, Dédale se retrouve enfermé dans son propre labyrinthe avec son fils, sur décision du roi Minos. Et puis, Dédale, ingénieux s'il en est, a l'idée de récupérer des plumes et de les coller avec de la cire sur ses bras et sur les bras de son fils, sur les bras d'Icare. Et avec ça, ils vont arriver à s'envoler, à décoller, à quitter la Terre, à découvrir la troisième dimension. Et Dédale avertit son fils en lui disant, voilà, ne vole pas trop haut, le soleil ferait fondre la cire et tu finirais par t'écraser. Icare, peut-être un peu jeune, un peu fou, en tout cas pas aussi régulé et réglementé qu'il devrait l'être, Icare, fasciné par tant de pouvoir, la capacité de voler, se rapproche du soleil, se brûle les ailes, tombe, meurt. Bon, voilà, ça plombe un peu l'ambiance, désolé. Effectivement, il faut imaginer que là, à l'heure actuelle, aussi avec notre activité, avec l'activité aéroportuaire, avec le trafic aérien qui existe, on est dans un avion qui vole très haut, c'est magnifique, tout va bien, sauf que, et on le sait maintenant, la panne d'essence, c'est pour bientôt. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on accepte ça et peut-être de façon un peu humble ou du moins un peu prudente, on se dit, ben voilà, il est temps d'atterrir. C'est un atterrissage d'urgence, on va le faire, ça va être pénible, ça va être désagréable, certes, inconfortable, mais au moins, on aura retrouvé quelque chose d'intéressant. Ou alors, on continue de fermer les yeux, on cache cette jauge d'essence et on se dit, on continue comme ça. Et là, à part le crash, il n'y a pas grand-chose qui nous attend. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, on a terminé un tout petit peu après 19h, s'il y en a, enfin voilà, sentez-vous libre s'il y en a qui veulent nous quitter dès à présent. Et puis pour ceux qui le souhaiteraient, moi je vais rester, Yves et Frédéric vont sans doute me rejoindre aussi, et puis moi je serais ravi qu'on puisse échanger. Il y a plein de choses que j'ai survolées, si on peut dire, sur lesquelles je suis passé vite. Il y a plein de choses aussi que j'ai pas pu évoquer, c'est normal en une heure, mais je serais ravi si vous avez des questions, si vous avez aussi des remarques, des points de débat. En tout cas, je serais ravi qu'on puisse poursuivre ce moment par un temps d'échange. En tout cas, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des choses que vous avez envie? Je crois qu'il y a un très gros opérateur d'aéroport en France qui est ici. Ouais. Et donc je pense qu'il va amortir un bon coup. Et il devait déjà commencer le chantier du nouvel aéroport de Lisbonne. Je voulais savoir si vous avez des informations là-dessus. Si ça risque d'arrêter le projet, si il sera continué. Non, pas d'infos, enfin en tout cas de mon côté, typiquement là-dessus. Les impacts là-dessus, effectivement, d'un point de vue global, c'est effectivement sur les constructeurs d'aéroports, on a effectivement Vinci, on a d'autres opérateurs là-dessus qui ont stoppé. Alors, c'est pas pour autant qu'ils perdent de l'argent, rassurez-vous. Malheureusement, heureusement, ils ont des contrats à partenariat privé qui tiennent bien la route. Et en général, quand les travaux sont arrêtés, non pas de leur fait, mais du fait de décisions politiques, en général, ils continuent quand même de toucher un peu d'argent. Après, effectivement, de l'autre côté, c'est côté constructeur aéronautique, où là, effectivement, il y a un gros coup d'arrêt parce que plus de commandes d'avion, plus rien, et un parc va devoir évoluer. Mais sur les zones, non, pas plus d'infos de mon côté en tout cas. D'autres remarques, d'autres questions? Soit effectivement sur ce qu'on a vu de façon générale, soit plus spécifiquement aussi sur Avignon. Je pense que Frédéric et Yves se feront un plaisir de répondre. Oui. Alors, je n'ai évidemment pas du tout le droit de vous inciter à commettre crimes et délits. Par contre, je peux vous dire ce qui a été fait, ce qui existe. Alors effectivement,
Oui, intéressant d'ailleurs là-dessus, ce que je vous disais sur les valises, les 13 valises, ça c'était les chiffres moyens quand on fait du transport classique. Hein. Vous imaginez bien quand vous êtes tout seul dans votre jet privé, c'est pas 13 valises. Hein. Je n'ai pas les chiffres parce que ça va vraiment dépendre d'un jet à l'autre, mais on est sur des quantités astronomiques en termes de pollution individuelle. Qu'est-ce qui existe là-dessus? Alors effectivement, il y a le sabotage, des pistes. Alors une piste, hein, pareil, un avion a besoin d'une longue piste plane pour pouvoir décoller et atterrir. Donc il y a eu des choses qui ont été posées sur les pistes, il y a des pistes qui ont été abîmées, hein, effectivement, un nid de poule. Alors on repense hein, tout simplement, c'est pas très joyeux, mais le Concorde, une autre chimère là-dessus. Il a fallu un petit boulot, une petite pièce mécanique, et fin de l'aventure Concorde. On veut tuer personne, je vous dis simplement des choses qui ont été faites. Je n'inciterai pas à faire ça, mais en général, une piste abîmée, ça peut se voir aussi, et ça peut limiter effectivement le trafic pendant un bon moment. Il y a des choses là-dessus. Après, il y a des blocages, non pas des pistes, non pas des avions, mais des structures elles-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas au moment de la manif où il y a toute une façon de bloquer. Un aéroport, c'est quelque chose sur lequel on peut entrer très facilement. Vous avez vu à la surface que ça fait. Bon, vous imaginez bien qu'il n'y a pas, même si vous mettez des caméras ou quoi, tout n'est pas surveillé tout le long. Donc les intrusions sont en général assez faciles. Il y en a eu quand même beaucoup. Et après, les infrastructures elles-mêmes, c'est-à-dire les aéroports, surtout pour les jets privés, c'est des bâtiments qui sont beaucoup plus raisonnables en termes de taille qu'un terminal international. Il y a aussi des formes de blocage là-dessus ou de condamnation plus vaste. Hein. Il y a plein de façons de bloquer, je dirais, une structure sans forcément se mettre devant, même si c'est en général des images qui sont assez intéressantes du point de vue de la presse. Il y a plein d'autres façons de bloquer un bâtiment ou de le rendre inutilisable. D'autres idées? D'autres choses? Ouais. Je crois qu'il ne faut pas oublier dans les options aussi ce qui est, comme tu as dit tout à l'heure, que c'était une décision politique, la création d'un aéroport, bon, que c'est de l'argent public. Bon, il y a des conventions nationales, internationales qui ont été signées sur l'utilisation de l'argent public, entre autres les conventions internationales et nationales sur la biodiversité, donc, qui normalement disaient que tous les crédits publics donc, destinés à des aménagements qui tuent la biodiversité aurait dû s'arrêter en 2020. Donc un aéroport comme celui d'Avignon, c'est un aéroport qui est porté par une région. Donc dans la région, il y a des élus. Donc normalement, le travail des élus, c'est de faire respecter les engagements. Donc il ne devrait pas y avoir un centime d'argent public dans l'aéroport d'Avignon. S'il n'y avait plus un centime d'argent public dans l'aéroport d'Avignon, il n'y aurait plus d'aéroport d'Avignon. Oui, je crois qu'il c'est une voie qu'il ne faut pas négliger non plus. Oui, c'est pour ça que je disais, effectivement, pour moi, enfin pas pour moi, mais même dans ce qui a marché, de ce point de vue-là, c'est vraiment des actions complémentaires. En général, s'il y a un seul axe qui est retenu, ça ne marche pas. Autrement dit, si on prend que l'axe politique, ben, finalement, il n'y a rien qui contraint les élus, d'une certaine mesure, sauf s'ils sont de bonne foi, ce qui arrive heureusement. Mais donc, effectivement, il y a cette action politique, cette action de plaidoyer auprès des politiques, de vraiment de lobbying citoyen auprès d'eux, et puis après, les trucs plus classiques, je dirais, manifestations, pétitions, et puis les actions de désobéissance, etc. À partir du moment où tout ça arrive à s'articuler en bonne intelligence, c'est là où effectivement il commence à y avoir des choses, mais il faut absolument cette complémentarité. C'est-à-dire que c'est vraiment ce spectre de la résistance qui doit être entièrement occupé pour que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté justice qui marche parce que les lois, elles existent effectivement, les politiques qui doivent pouvoir les faire appliquer, donc la pression sur les politiques pour les faire appliquer, donc la portée auprès du plus grand nombre pour qu'ils fassent pression, etc., etc. Tout ça se tient pour effectivement, in fine, faire appliquer des lois qui existent. Oui. Vous n'avez pas parlé des hélicoptères, et à Avignon, on a beaucoup d'hélicoptères. Non, c'est vrai. J'ai pas parlé des hélicoptères, j'ai parlé des aéroports côté avion. Et non, j'ai rien sur les hélicoptères là-dessus qui font du bruit, qui consomment. Alors il faut savoir qu'en termes de volume, c'est évidemment bien moindre, si je peux quand même vous dire là-dessus. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça transporte beaucoup moins de gens. Et on va beaucoup moins loin. C'est en général des vols plus courts, donc même en termes de pollution, l'impact est absolument affreux par heure de vol. Mais il y a beaucoup moins d'heures de vol d'hélicoptère que d'heures de vol d'avion. Comme je vous le disais, hein, avant le confinement, 100 000 vols quotidiens dans le monde. C'est pas des vols de 10 minutes, c'est pas des vols d'une demi-heure, c'est pas en général c'est des vols qui durent plus d'une heure également. En hélicoptère, on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus ponctuel, mais par contre en termes de nuisance et juste aussi en termes de consommation d'essence, l'hélicoptère est une plaie significative, mais qui n'est pas aussi prégnante que l'avion. Oui, sur Avignon, c'est une vraie calamité, hein, parce que cet aéroport à Avignon, c'est à peu près 15% du trafic maintenant, qui est du trafic en nombre de mouvements, je parle, hein, puisqu'ils font les mesures en nombre de mouvements. C'est un mouvement, c'est un appareil qui atterrit ou qui décolle, et aujourd'hui, les mouvements d'hélicoptères, c'est pas loin de 15% du trafic. Et
alors effectivement, il y a une autre particularité sur Avignon. Il y a un chiffre que j'ai en tête qu'il est important d'avoir tout le temps en tête sur Avignon, c'est à peu près 50 000 mouvements par an. Pour donner une comparaison, Marignane, c'est 100 000 mouvements, c'est 109 000 mouvements par an, et Orly, c'est à peu près 220 000 mouvements par an. Alors à Orly, je ne sais pas combien on transporte de passagers, ça doit être 20 millions de passagers, je crois. Et sur Avignon, c'est plus de passagers. On n'a plus de passagers à Avignon. C'est 50 000 mouvements sans transporter de personnes, à part quelques jets privés qui doivent représenter à peu près, ça doit être 4 000 mouvements par an, hein, les jets privés qui atterrissent ici. Donc on transporte très très peu de personnes. On a quand même beaucoup de mouvements et c'est très polluant. Hein, puisqu'on a la moitié des mouvements de Marignane où on transporte 10 millions de personnes. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement inutile. Il y a la moitié des mouvements qui sont des mouvements d'appareils de loisirs. C'est 20 000 mouvements par an pour les petits appareils, ceux qui en a 3 ou 4 qui sont placés au-dessus de Nov avant qu'on commence la conférence. On voyait leur numéro, on l'a pas fait, mais on aurait pu prendre leur numéro. Quand on voit le numéro d'un avion de loisirs, c'est qu'il n'est pas à l'altitude réglementaire. Et ici, sur Nov, c'est interdit de survoler. On n'a pas le droit de survoler le village. Sur la carte aéronautique, c'est interdit. Donc, ils se permettent tout. Quoi. Donc, je pense que effectivement, il y a les actions de désobéissance. Alors, détection de désobéissance, on a prévu d'en faire une le 3 octobre. Je sais qu'il y a des organisations qui sont prêtes à nous soutenir pour le 3 octobre. On sera beaucoup plus nombreux, je pense, le 3 octobre que nous sommes ici aujourd'hui. Il est difficile de déplacer les gens, hein. C'est compliqué de les faire venir. On a beaucoup de gens qui se plaignent, mais après, ils ont du mal à venir. Je pense que le 3 octobre, on a une quarantaine d'organisations, je crois, Florence, qui nous ont assuré de leur soutien. Et comme c'est une opération nationale, alors là, on leur a préparé quelque chose où on va faire de la désobéissance, mais on va pas faire des choses qui sont répréhensibles. Mais comme on a dit, les avions, j'ai dit en rigolant tout à l'heure, les avions ça pue, on va leur montrer que ça pue. Et on a des petites idées là-dessus, on a du matériel pour ça. Je pense que s'il y a des jets privés qui atterrissent ce jour-là, ils ne vont pas avoir envie de revenir. Donc, c'est une autre façon de bloquer un bâtiment, effectivement, de le rendre désagréable. Le rendre très désagréable, voilà. Et puis la voltigeuse aussi, autour de chez elle, on va aller s'amuser. Il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues, c'est par ça que ça passe. Ils utilisent de l'argent public à des fins personnelles. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Surtout qu'on a une pollution inutile. On peut imaginer, effectivement, on ne va pas. Quand Aurélien dit qu'il faut fermer les aéroports, bien sûr qu'il faut fermer des aéroports. On ne va pas fermer tous les aéroports. On a besoin encore des avions. Ce qu'il faut, c'est réduire la voilure. On n'a pas besoin d'un aéroport à Avignon, un à Nîmes, un à Aix-en-Provence, un à Montpellier, un à Marseille, un à Nice et un à Lyon. Dans les 200 km, je vous ai cité, voilà, j'en ai cité 5, 6. Et puis il y a ceux qu'on ne voit pas, il y a les tout petits, les trucs qui sont des aérodromes. Là, je citais que les aéroports. Donc il faut vraiment réduire la voilure. Je pense que c'est une implication, effectivement, des citoyens et des élus. C'est-à-dire que ça commence à prendre. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont une responsabilité, qui ont compris ce que c'était. Avant, il n'y avait que les écologistes qui ne votaient pas les budgets. Maintenant, je pense que ça commence à faire son choix. Voilà. Oui, Olivier. Je veux bien compléter sur ce point-là, parce que j'étais au conseil communautaire à Avignon jusqu'en juin dernier, et pour vous donner un peu une idée de effectivement la posture des politiques, enfin des partis, en 2015, le Grand Avignon a voté un plan d'investissement d'extension de l'aéroport pour 7,5 millions d'euros. Et ce projet a été voté à l'unanimité, moins de 2 voix. La mienne et celle de Jean-Pierre Sarantès, donc les 2 élus Europe Écologie Les Verts. Ça veut dire que tous les autres partis sont encore dans une attitude
de se dire que l'aéroport est une sorte d'obligation, une chose qui serait considérée comme indispensable. Or, aujourd'hui, c'est vrai que si on regarde les chiffres sur Avignon, c'est un dossier qui est complètement indéfendable. Il est indéfendable sur le plan financier parce qu'il coûte un argent monstre, aussi bien en fonctionnement qu'en équipement, et il est en plus indéfendable sur le plan de l'emploi, puisqu'en 2013, les promoteurs du projet Pégase avaient promis qu'en 2023, il y aurait 1000 emplois créés, et on sait très bien, l'association La DRAC a fait le compte, qu'on en est très loin, quoi. On en est à une centaine. On en est à 150 avec les emplois de RTE. RTE qui est Réseau de Transport d'Électricité, qui a mis sa base, et qui ne sont pas des vraies créations d'emplois, parce que pour faire de la maintenance d'hélicoptères, les hélicoptères étaient avant ailleurs, c'est des emplois déplacés. Hein. Donc c'est vraiment... on a construit un bâtiment, voilà, ça c'est... Voilà, on construit des bâtiments. C'est notre spécialité d'ailleurs, hein, on construit des bâtiments qui sont vides autour de tout ça. Hein, quand on prend Agroparc, quand on prend Pégase, maintenant on a une zone Pégase qui a été réalisée il y a 5 ans. Il y a un bâtiment, Borghino, qui tourne. Il y a un bâtiment RTE, voilà. Et puis le reste, bah maintenant, il y a les gitans qui viennent l'occuper. Ça leur fait, c'est bien. Il y a un endroit qui est bien pour recevoir les gens du voyage. Tant mieux pour eux. Hein. Ça sert au moins quelque chose. Il faut dire que Pégase, c'est une association qui a capté des millions d'euros de la région, de l'État, du Comte d'Avignon. Donc, Comte d'Avignon, heureusement, a arrêté. En pure perte, c'est-à-dire que les emplois, il n'y en a pas. Quoi. Alors Pégase, c'est 4 millions d'euros par an de budget. L'association, c'est une association Pégase, hein, dont les principaux, je vais en citer 2, il y a Airbus Hélicoptère, il y a Thales, Thales dont la présidente, la présidente qui est de Pégase et la présidente du Festival de Cannes, du Palais des Festivals, et c'est un cadre, c'est un ancien cadre de chez Thales. Donc en fait, c'est le lobby du système aéronautique. C'est un lobby qui recycle de l'argent public, de l'argent européen, 4 millions par an pour Pégase. Et derrière Pégase, il y a une SAS, une société anonyme qui s'appelle aussi Pégase, qui a longtemps été présidée par le président de l'association. Et l'association est actionnaire de la SAS à hauteur de 300 000 euros. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une SAS dont on ne parle jamais derrière l'association? Moi j'aimerais bien savoir. Donc, pour dire que comme en plus il va y avoir les élections régionales en mars, et que les aéroports sont une compétence régionale, il y a vraiment matière pour effectivement intervenir auprès des élus, des partis que vous soutenez en règle générale, pour qu'ils changent d'avis. Voilà. Ça ne peut pas durer, quoi. À un moment ça va péter. Il va y avoir un scandale. De toute façon, dans les élections régionales, le NADRAC a vraiment l'intention de faire un très très gros travail et de s'investir beaucoup. On sera très 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 présent sur les élections régionales. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Quand on pense à démanteler un aéroport, comment on repense les reclassements d'emplois? Il va falloir penser à des formations. Oui, bien sûr, effectivement, l'avantage, on a eu les sommes en question en termes de formation du personnel ou de reformation, requalification, etc. Bon, les budgets, ils existent de ce point de vue-là. Donc si c'est juste sur les travailleurs effectivement du secteur, soit aéronautique, soit aéroportuaire, effectivement, c'est des compétences qui peuvent être assez facilement transposables, comme je vous le disais, surtout dans le ferroviaire. Ça marche plutôt bien de ce point de vue-là. Et ensuite, sur les bâtiments, sur les lieux en tant que tels, bon, effectivement, ça reste quand même du béton, quoi. Donc, une fois que ça part en dessous. Oui, et puis, si on prend l'aéroport d'Avignon, hein, nous on a regardé, on a une petite idée de ce qu'il est possible de faire. Hein. Si on ferme demain l'aéroport d'Avignon, il y a une illustration que nous a montré tout à l'heure Aurélien, qui est la surface que ça représente. Hein. Donc, c'est 200 hectares, en fait, l'aéroport d'Avignon. Je ne savais pas la superficie d'Avignon Centre, mais c'est à peu près pareil, l'Avignon Centre. Donc, ça représente à peu près Avignon intramuros. Imaginez quand même, avec 200 hectares, on ne se rend pas compte comme ça quand on le voit, hein, mais on peut faire un joli parc urbain. Hein. D'ailleurs, dans le SRADET,
le SRADET, qui est le schéma régional d'aménagement du développement équitable du territoire, à peu près ça, où nous étions intervenus, où nous avions fait ces propositions de fermeture de l'aéroport. Il est bien précisé que, au niveau des régions d'ailleurs, hein, de la région Occitanie et de la région Sud, qu'elles devaient se mettre ensemble pour étudier quand même la fermeture, enfin travailler sur la fermeture de l'aéroport d'Avignon pour transférer une partie des activités sur Nîmes, et que c'était une véritable opportunité. C'est écrit, hein, c'est pas un truc que j'invente, ça a été écrit par le commissaire enquêteur, par la commission, pour créer un véritable poumon vert sur Avignon. C'est écrit. Alors, créer un poumon vert, ça veut dire quoi? C'est peut-être reprendre une partie de ces terres pour les cultiver, hein. On peut en faire une partie cultivable, on peut faire des jardins partagés, on peut aussi créer sur des bâtiments, transformer des bâtiments en logements, hein, il y en a une partie. De toute façon, aujourd'hui, il y a un tas de bâtiments qui sont des bâtiments de bureaux qui sont vides, qui ne savent pas quoi en faire, hein. Donc il faut peut-être qu'on arrête de construire. Ceux qui sont construits, on peut les reconvertir. Et puis il y a tous les emplois qui sont des emplois tertiaires. RTE, sur les 150, 120 ou 120 emplois de RTE, je crois, hein, il doit y avoir une centaine, 80 emplois qui sont des emplois tertiaires. Vous connaissez des gens qui travaillent chez RTE, il y en a une grande partie qui sont des emplois tertiaires. Il n'y a pas que des gens qui réparent des hélicoptères, hein. Ils en réparent 12 hélicoptères par an, ils ont une douzaine d'hélicoptères en maintenance. Ce n'est pas les 120 personnes qui réparent ça, hein. Donc les gens peuvent rester là. Tout le monde. Alors dans les emplois dont on parle aussi, hein, il n'y en a pas tant que ça, hein. Quand on parle du... par exemple, ils nous mettent dans les emplois l'hôtel Le Paradou, l'hôtel-restaurant Le Paradou. Figurez-vous que l'hôtel-restaurant Le Paradou, 10%, c'est que 10% de l'activité du Paradou, les gens qui viennent sur l'aéroport, quoi, hein. Le reste, 90%, c'est des voyageurs qui viennent d'ailleurs. Alors là, ces emplois-là, ils vont rester. Le Paradou, il va pas fermer. Le Courtepaille, il ne va pas fermer. Il y a un tas d'activités. Sur l'aéroport, on compte aussi le transport. Il y a un transporteur qu'on a eu. Si j'étais pas à côté de l'aéroport, ce serait aussi bien, quoi. Moi, ce serait mieux pour moi. Donc, on nous raconte un tas de salades. Il n'y a pas tant d'emplois que ça, mais il y a beaucoup d'argent, en tout cas. Et l'argent, il faudrait mieux l'utiliser, effectivement, pour recréer de nouveaux emplois, de vrais emplois. Pérennes, sur place, adaptés. Et ça, c'est tout à fait possible. Qu'en est-il du projet de l'école de voltige? Ah, l'école de voltige. Tu réponds, Fred? Alors, l'école de voltige, on est allé voir le préfet. Je ne sais pas, vous m'entendez? Parce que moi, je peux... On est allé voir le préfet avec, surtout sur l'école de voltige, pas seulement. Et en fait, il avait fait téléphoner ses services pour savoir ce qu'il en était. Et apparemment, on lui a répondu que c'était un fake news. Ça n'existait pas. Quand on lui a apporté, nous, la preuve, donc, que c'était de l'étudiant, quoi, le coup de construire, et puis voilà. Il n'a pas aimé, hein. Il n'a pas aimé du tout. Et je pense que l'école de voltige, ne se fera pas. On ne va pas savoir si c'est notre intervention ou pas. Mais à mon avis, elle ne se fera pas. Et on a reçu une lettre aussi, hein, de la part du... On a écrit à un directeur de l'aéroport, sûrement. Et on lui parlait de ça. Et en fait, c'est pas M. Gros qui a répondu. C'est M. Crespo. Et M. Crespo, qui est le président de la SAS de l'aéroport, et il nous a dit, lui, que on s'est plaint justement des exercices que faisait la voltigeuse, et il nous a dit qu'elle privilégiait de faire des exercices ailleurs. Voilà. C'est-à-dire, elle décolle, elle nous fait un petit coucou, elle s'en va. Alors, on ne saura pas exactement si le préfet est intervenu ou pas, mais il y a fort à parier qu'il ne va pas apprécier, et que ça paraît évident. Je veux dire, pour les esprits normaux, on ne fait pas une école de voltige avec le danger que ça peut représenter au-dessus des agitations. Enfin, je veux dire, c'est pas énorme comme comprendre, apparemment. Mais je pense qu'ils ne veulent pas comprendre, mais ils ne veulent pas comprendre parce que c'est un problème d'argent. C'est un problème de circulation d'argent, c'est un problème d'intérêt, je dirais de profit, pour être beaucoup plus
crois que c'est ça qui est en jeu. Hein. On a en face de nous une mafia qui tourne sur de l'argent. D'ailleurs, il nous l'a dit un peu, M. Muselier. Il nous a dit qu'il était très attaché à cet aéroport. Très attaché. On sent qu'il a un investissement affectif énorme pour cet aéroport. Et je pense que c'est vrai, parce que je pense que cet aéroport, ça doit générer quelque part des profits dont on n'a même pas idée. C'est aussi pour ça qu'on a été amené à déposer une plainte pénale. Parce que bon, nous, on arrive, en creusant, on arrive à constater des irrégularités, on arrive à constater des dates, des trucs pas clairs, enfin c'est vraiment pas clair du tout. Mais on n'a pas les moyens d'investigation. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé une plainte au pénal, pas contre quelqu'un, de façon à ne pas être accusé à tort, mais cette plainte au pénal, par la suite, tout a été bloqué au niveau juridique, mais peut-être on peut envisager aussi de faire enquêter des gens qui ont l'habitude d'enquêter là-dessus. Moi, je pense parfois en handicap. Essayer de mettre des gens là-dedans qui pourront peut-être investiguer sur les irrégularités qu'on voit, qu'on sent, et qu'on ne peut pas prouver vraiment, parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà. Oui, pour vous donner quelques exemples sur l'argent, hein, ce qu'on sait, nous. Hein. Alors, sur l'aéroport proprement dit, l'utilisation de l'aéroport, il y a eu une délibération du Conseil régional pour acheter, parce que ça, c'est du régalien, hein, les pompiers. Ben, pour l'aéroport, la région a investi 500 000 € dans un véhicule de pompiers, pour l'aéroport. Après, on manque d'IRN. Voilà, Oui, oui. après on manque d'IRN, mais c'est 500 000. Hein. J'ai la délibération, je peux vous l'envoyer, hein. C'est écrit noir sur blanc. Les élus ont voté ça. Alors c'est un autre registre, il y avait cette année, vous savez, le fameux rond-point qui a été fait quand on part du rond-point de l'aéroport, qui passe cette rue qui s'appelle le chemin des Félons, qui suit, il a un bon nom d'ailleurs, hein, ce chemin des Félons, c'est peut-être pas par hasard. Il y a le rond-point avec l'entrée du Palais des Expositions, et puis on a fait une petite route, là il y a 80 mètres qui ont été réalisés. Ça a bloqué la circulation dans l'Agroparc pendant 3 mois. Ils ont réalisé un rond-point. Alors figurez-vous que, pourquoi on a fait ça? Parce que en 2020, il était prévu un salon de l'aéronautique à Avignon qui devait drainer 30 000 personnes avec des retombées économiques d'1 600 000 €. Ils sont très très forts. Hein. Moi je veux vous dire que quand je travaillais, si j'avais présenté des dossiers comme ça à mon patron, il m'aurait dit, Yves, tu sais, tu retournes chez toi, parce que des gens qui travaillent comme toi, c'est pas la peine, j'en ai pas besoin. On décide que ça va rapporter 1 500 000 €, qu'il va y avoir 30 000 personnes, ils ne savent rien. Et alors figurez-vous, ça ne s'arrête pas là. C'était une année sur 2 pour remplacer le Bourget. Hein. C'est-à-dire que c'était le pendant du Bourget. Ils ont une ambition, ces gens-là. Hein. Et on a dépensé là 250 000 € pour faire le rond-point. Alors pourquoi faire un rond-point? Ils ont fait un rond-point avec une liaison de 80 mètres. C'était pour faire une liaison entre l'aéroport et le Palais des Expositions pour pouvoir faire passer des avions en statique sur le Palais des Expositions. Voilà l'idée. Et bien ça a coûté 250 000 balles. Et c'est une délibération du Conseil régional. Hein. On l'a, Voilà. la délibération. Il y en a encore une autre de 250 000 € pour ATA Construction. Alors ATA Construction, Olivier, tu connais, hein, tu en as entendu parler, ils étaient dans Pégase. C'est une entreprise qui existe depuis 50 ans. ATA, c'est le vendeur d'avions qui est l'importateur de l'avion de Drucker, là, qui a été logé dans Pégase. Et donc ATA était dans la pépinière Pégase. Alors dans la pépinière Pégase, normalement, on met des... Voilà, c'est une pépinière d'entreprise, c'est des entreprises qui se créent. Là, c'est une entreprise qui est prospère, qui existe depuis 50 ans. Ils font leur boulot, ces gens-là. Hein. Mais ils ont été accueillis dans Pégase, et là, ils devaient sortir de Pégase, de la pépinière. Donc, théoriquement, ils auraient dû construire un bâtiment sur la zone d'activité. Ben, figurez-vous que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a le H22 de l'aéroport, où on a mis 250 000 € aussi là-dedans pour le réhabiliter, et on a signé un contrat, je crois que c'est de 15 ans ou de 20 ans, où
ou 30 ans, je ne sais plus, avec ATA Pelletier pour qu'il puisse s'installer dans ces locaux. C'est ça qu'on a fait. On a remis 250 000 euros là, pour la mise en sécurité. Voilà. C'est là où il passe l'argent. Vous voyez, des petits trucs comme ça, avec des gens qui théoriquement n'ont pas besoin, hein, puisque c'est des chefs d'entreprise, ils ont d'argent. Donc on fait des subventions pour des petits trucs comme ça, pour les jets privés. Voilà. J'aurais voulu que vous mentionniez le fait qu'il y a des avions qui arrivent en compagnie, ils repartent on ne sait pas où, en camouflant leur identité, la nuit ou pas. Il est vrai qu'il y a un trafic de drogue. Ben, peut-être, hein, c'est des petits avions. De toute façon, moi je vais vous dire, hein, on rentre, je ne veux pas y aller parce que je ne tiens pas à me retrouver en garde à vue, hein, mais comme on a des relations avec le préfet, si je vais sur l'aéroport, je vais me retrouver en garde à vue et je n'ai pas du tout envie, je préfère continuer à discuter avec le préfet, mais on rentre dans l'aéroport comme on veut, par où on veut, quand on veut, et il y a même des possibilités. Alors je ne sais pas s'il y a du trafic de drogue ou pas, pourquoi pas, j'en sais rien, peut-être. C'est un endroit où on passe, c'est une vraie passoire. Donc il y a Easy Hélico, l'autre jour je suis passé derrière, c'est ce bâtiment, donc il y a des petits avions qui sont garés devant, hein. Il est sur le tarmac, il y a une entrée sur le tarmac, et puis derrière il y a une petite porte. Ces gens-là, celui qui a la clé, la femme de ménage, le machin, etc., il y a une porte qui sort directement dans la rue, hein. Donc voilà, celui qui veut sortir par là, celui qui peut y avoir des gens, il n'y a pas de douane, la douane elle n'y est pas, elle vient que quand un avion qui vient d'ailleurs de l'espace Schengen atterrit. Donc autrement, c'est une circulation. Voilà, d'Angleterre maintenant, je pense qu'ils doivent, la douane doit les contrôler, mais autrement ils n'ont pas besoin de. Il n'y a pas de douanier, il n'y a personne. De toute façon, il n'y a pas un chat, il n'y a pas un flic, il n'y a personne. Donc c'est le lieu de tous les trafics possibles. Et il y a effectivement des avions qui atterrissent, qui cachent leur immatriculation. Ça, c'était. Sans donner leur immatriculation. Vous avez le petit avion qui a survolé Marseille l'autre fois. Il est parti d'Avignon, il a été survolé Marseille, il est revenu à Avignon. Ils sont venus le questionner, qu'est-ce que vous avez fait sur la rue, c'est pas bien. Il est reparti et il a recommencé. Il s'est fait arrêter par un avion militaire du côté d'Orléans, ils l'ont obligé à atterrir. Pourquoi Avignon? Personne ne contrôle rien, donc il peut y avoir toutes sortes de trafics. Hein. Même pas seulement de la drogue, je pense de l'argent, je pense des médicaments, ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est vrai qu'un avion qui arrive de Paris, qui atterrit à Avignon et qui redécolle 3/4 d'heure après pour aller au Luxembourg, on se demande ce qu'il vient faire, quoi. C'est pas. Voilà, ça coûte cher un avion, un jet privé qui vient de Paris et qui repart au Luxembourg. Hein. Alors, à moins que ce soit pour un banquier qui vienne. Voilà, mais c'est surprenant. D'ailleurs, le directeur de l'aéroport lui-même dit que c'est un accueil très discret. Hein. Et puis à la sortie, maintenant, il y a la sortie par le lounge pour les VIP. Donc voilà. C'est un aéroport qui est symbolique, je pense, des inégalités sociales dans notre pays. Et moi, je le considère comme ça. C'est comme ça que je le vois. Les gens qui viennent ici atterrir pour aller passer le week-end dans leur truc du Luberon, ben écoutez, ils n'ont qu'à venir, je ne sais pas, moi, en voiture à pédale, en TGV, tout ira très bien. Une autre question, est-ce qu'il y a des horaires le soir? Est-ce qu'ils ont le droit de faire des vols de nuit? Alors, on est sur un aéroport qui n'est pas ACNUSé, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, la CNUSA, qui est l'organisme de régulation des règles dans les aéroports, la CNUSA régule dans les gros aéroports qui ont beaucoup de passagers. On est un aéroport, comme ils disent, non ACNUSé. Donc en fait, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je veux dire, voilà. Et c'est là-dessus que nous, on voudrait arriver à se battre, c'est-à-dire avec la désobéissance civile, les interventions physiques et tout, mais faire simplement, par exemple, passer notre aéroport comme un aéroport qui est au-dessus d'une zone densément peuplée. Et bien, si on obtenait ça,
les avions ne pourraient plus faire des tours. Ils ne pourraient plus faire de l'école, ils ne pourraient plus tourner, ils ne pourraient plus faire des essais. Je pense que ce serait tellement gênant qu'il y a plein d'activités qui partiraient ailleurs. Donc je pense qu'il faut vraiment se battre sur tous les terrains, y compris celui-là. Et si possible, en se mobilisant beaucoup. Ce n'est pas à vous qui êtes là ce soir que je vais le dire. Mais voilà, il faut vraiment être nombreux aussi. Il faut qu'ils croient que derrière, on a une armée de gens qui sont prêts à intervenir sur l'aéroport, même si ce n'est pas vrai. Voilà. Il y a une armée, mais qui n'est pas forcément prête à Non, intervenir. ils ne sont pas là, mais en fait, on a une armée. Donc visiblement, rien n'est contrôlé. Mais en revanche, lorsque toi tu vas dans le hall de l'aéroport, boire un coup, le visiter avec un... tu te fais interpeller, c'est ça Ah oui, oui, nous on se fait interpeller, on nous menace, je crois qu'on n'était pas, non c'était pas avec toi que j'étais, oui, on nous menace d'appeler la police pour nous faire évacuer alors qu'on est dans un lieu public, quoi. D'accord, il y a une buvette, il y a quelque chose ou pas? Oui, il y a un restaurant, D'ailleurs, c'est la seule chose qu'il y a dans l'aérogare, hein. C'est le restaurant. Il n'y a rien d'autre, rien. Et donc on ne peut pas y aller comme vous voulez? Bah, nous, on y va, hein. Oui, on peut y aller quand même, c'est pas interdit, hein. On te dit que c'est interdit, mais c'est pas interdit. Mais pourquoi c'est interdit? Pour réserver ta table. Pourquoi ça serait interdit? Pourquoi c'est interdit, on n'a jamais compris, mais plusieurs fois. Ils le font peut-être plus maintenant, mais on y est allé. Et on s'est fait vraiment, alors quand je dis, on s'est fait agresser par une dame qui est Vous êtes des sortie. délinquants. Je vais appeler la Des dangereux délinquants. Je crois que nous, on ne peut même pas aller manger au restaurant, hein, c'est pas possible. Ah bah, il y a eu, faut que je vous raconte une bonne. Quand on a voulu rendre service un jour, on s'était dit, on va faire l'assemblée générale là. Donc on a demandé ce resto qui est à la moitié de la salle, de la moitié du hall, là, qui occupe la moitié du hall. On s'était dit, bah tiens, ça va les faire travailler, ils venaient de s'installer. Donc on est allé les voir. Avec Jacqueline Chevandier, j'étais allé, donc je suis allé déjeuner, on a discuté, etc. Madame, voilà, on s'était mis d'accord pour un petit déjeuner pour une cinquantaine de personnes, hein, parce qu'aux assemblées générales, on a à peu près 50 personnes. Donc, on était d'accord. Et puis la dame, elle me rappelle, 3 jours après, elle me dit, bah, écoutez, je peux pas, hein, parce que, vous comprenez, comme on est logé ici, ils sont pas d'accord pour que je le fasse, quoi. Ils ont interdit qu'on fasse notre assemblée générale là-bas. Pourquoi? C'était symbolique, je trouve. C'est un lieu, c'est un restaurant, c'est... Oui. Oui. Enfin, ils ont mis la pression, je ne suis pas sûr qu'ils lui aient donné la somme qu'on lui aura donnée. Hein. Ils l'ont bien fait payer son loyer. Hein. Au niveau de la dimension des avions, puisque la piste est assez longue apparemment pour certains types d'avions, et la distance de sécurité après la piste n'y est pas. Oui. Parce que là actuellement, moi j'ai vu, je l'ai pas vu, enfin je l'ai vu mais il était pas assez haut. Pour moi c'était un Airbus, ça devait être un A310. Parce que vu le bruit, l'Airbus a un bruit assez spécifique. Et vu la taille de l'avion et le bruit qu'il a fait, c'était pas un petit jet privé, loin de là. Et là, ça fait plusieurs fois pendant montant 1, là ce matin, il devait être un peu avant 7h du matin, il y a un avion qui a atterri, mais c'est pas un petit jet privé, c'est pas possible. C'est vraiment un Ouais, mais c'est le fameux qu'on entend régulièrement qui a 8 hublots et qui a 2. Ah non, il est plus gros que ça. Ah Il ouais est plus gros que ça, il a les réacteurs derrière, mais c'est Non, mais alors, il y a effectivement, parce qu'on a vu des trucs passer là-dessus, il y a un Airbus qui est venu atterrir ici. Alors, au niveau réglementation, je ne sais pas. Il a probablement le droit d'atterrir, mais il n'est peut-être pas totalement en sécurité. L'aéroport, il n'est pas aux normes européennes. Il n'a pas la norme européenne, ils ne peuvent pas le mettre aux normes européennes. La piste fait 1850 mètres. D'ailleurs, elle n'est pas... elle ne devrait pas faire 1850 mètres. Hein. Ils ont rallongé il y a, je ne sais pas, une quinzaine, une vingtaine d'années, parce que la mairie de Morières avait attaqué contre cette... Il y avait une enquête d'utilité publique qui avait été faite. Donc ça a été... il y a eu une requête au tribunal administratif qui a été rejetée en première instance au tribunal administratif. Et donc, entre le moment où la mairie de Morières et la DRAC ont refait appel, donc à Marseille, en cours d'appel,
ils ont rallongé la piste, ils ont coupé la route qui va vers chez Clotilde, là, hein, la route qui faisait Caumont Agroparc. Hein. Donc ça a des conséquences quand même sur tout le trafic aussi. Hein. C'est clair que c'est pas neutre. Hein. Les voitures qui passent par la route de Neuve ou par l'avenue du Maréchal Leclerc, c'est vraiment honteux. Hein. Mais donc ils ont profité de ça, ils l'ont fait en 2 jours, hein. Ça a été fait en 2 jours, ils ont coupé la route, ils ont rallongé la piste. Et après, la mairie de Morières a gagné en appel, c'est-à-dire que normalement, la piste, elle a été rallongée de façon illégale. Et le préfet de l'époque a dit, alors nous on n'était pas dans ce truc-là à ce moment-là, mais l'histoire nous a été racontée, la mairie, la préfecture a dit, oh, ben, on ne va pas faire détruire la piste. Hein. Voilà. Voilà. Il y avait une très grande complaisance. Alors je crois que ce qui a changé, c'est qu'il y a eu pendant des années une complicité d'au moins une personne du secrétariat général de la préfecture, ou le secrétaire général qui est parti là, était pro-aéroport, enfin il ne voulait pas aller contre, il planquait les dossiers, nous on a des courriers qui sont pas arrivés, et ça c'est vrai, alors que le nouveau secrétaire général a pris conscience, j'ai l'impression qu'il a pris conscience de tout ça, il est un peu outré du fait qu'il n'y a pas de plan d'exposition au bruit, le plan d'exposition au bruit n'a pas été revu depuis 82, c'est ça 82. Donc voilà, ça l'a énormément choqué. Et puis sur la zone à forte densité de population aussi, il y a un truc qui tourne pas rond, parce que Avignon est zone à forte densité de population, mais sur la carte aéronautique, il n'y a que le centre-ville intramuros d'Avignon qui apparaît, alors que c'est toute la commune d'Avignon, voire même toute l'agglomération, y compris Morières, qui devrait être dedans. Hein. Morières, Château-Renard, ça fait partie de l'agglomération. Donc théoriquement, la carte aéronautique, alors là, on ne sait pas quel sein se vouer. On a écrit à la DGAC, on a écrit au SIA, oui, elles doivent être revues, les cartes, mais bon, il faut que... C'est quelle instance, on ne sait pas qui le demande. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a porté aussi au niveau du préfet. On lui a donné, on l'a vu en juillet, je crois. Hein. Donc, il s'est engagé à regarder ça de très près. Il a déjà tenu 2 engagements, donc on peut supposer qu'il va tenir les autres. Juste un point de vue par rapport à l'opinion. Moi, j'ai participé dimanche au forum des associations à Morières, j'étais au stand de Neubrac, et j'ai trouvé curieusement que la population était assez peu sensibilisée à cette question autour du bruit. Moi, j'entends pas, moi non, j'entends pas de bruit, non, j'ai pas une grosse nuisance. Et Morières s'était mobilisé à une époque où il y avait une inquiétude qu'il y ait des lignes régulières qui se fassent à l'époque de l'agrandissement de la piste. Mais j'ai l'impression que l'angle d'attaque du bruit n'est pas très porteur, l'opinion n'a pas une vague profonde. Et la question, c'est que... Moi je parle d'une manière, d'une opinion globale des gens qui me disent que c'est insupportable. Le bruit n'est pas un angle d'attaque intéressant forcément. La question c'est que votre exposé, moi je suis peur, mais ça demande d'accéder à la complexité de la question de l'aviation. Et en termes d'opinion, c'est peut-être un peu trop complexe pour que ça fasse des vagues de fond. Et puis vraiment, on a l'impression qu'on est une espèce de minorité hypersensible à cette question-là. Mais la vague de fond, de l'opinion, le mouvement de fond des communes, je ne la sens pas venir sur la question. Parce que c'est un scandale complexe. Et que le bruit qui est notre seul angle d'attaque n'est pas un argument fort. C'est pas un argument très porteur. Le bruit, je ne trouve pas beaucoup de gens sensibilisés, à part les gens qui sont vraiment en périphérie. Remarque que tu as entièrement raison, Maxime. Le bruit, alors il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles que d'autres, ou qu'ils deviennent, ça dépend complètement de l'environnement dans lequel on vit. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup voyagé, je me suis beaucoup déplacé, j'ai toujours été, par mon travail, dans des environnements plutôt bruyants, par le train, par l'avion, quand on est en mouvement, par les voitures, quand on est dans une vie courante, on s'habitue au bruit. Quand on est dans un restaurant où il y a du bruit, le bruit monte, on ne s'entend plus parler, on est obligé de crier, mais les gens ils sont habitués, il y en a la plupart qui ne se rendent pas compte. Et ça c'est très nocif à la santé, je pense. Mais
gens ne s'en rendent pas compte. Je pense qu'ils ont ça. Au même titre que pourquoi les gens seraient-ils sensibles au bruit? Ils ont un appareil pour souffler les feuilles de leur jardin. Ils ont une tondeuse à gazon. Alors c'est celui qui passe sa tondeuse à gazon pour 200 mètres carrés de gazon. Le type, il va y passer 2 heures avec un truc captant là, qui fait un potin et qui pollue. Donc les gens, ils ne sont pas forcément complètement sensibles à ça parce qu'ils font eux-mêmes du bruit. Ils sont dans un truc... voilà. Et je pense qu'on devient beaucoup plus sensible au bruit quand on est un peu confiné, un peu au calme. C'est beaucoup plus... on est beaucoup plus sensible. Il y a plein de gens. Et puis il y a aussi tous les gens qui travaillent. Moi, quand je travaillais, que j'étais pas chez moi, j'entendais pas le bruit. Parce que le soir, il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça arrive qu'il y ait quelques hélicoptères qui volent le soir, mais c'est généralement à des heures où les gens travaillent. Voilà, alors ça arrive le samedi, aujourd'hui, hier, il y avait un bruit, ça n'a pas arrêté de la journée, quoi. Donc là, les gens sont peut-être un petit peu plus sensibles, mais ils ne sont pas forcément chez eux non plus, ils vont faire leurs courses, ils sont pas... Voilà. Où ils vont être sensibles, c'est quand ils vont être dehors, tranquilles, en train de lire un bouquin, ou tranquillement chez eux en train de travailler. Je crois que, voilà, il y a une dame qui est partie, là, elle travaille que chez elle, elle habite à Châteauneuf-de-Gadagne, elle m'a dit, moi c'est pas possible, des fois je travaille dans mon jardin, je suis obligé de rentrer parce que j'entends. Voilà. Alors, je crois que le bruit, c'est un enjeu qui est très fort, mais pour une fraction de la population qui est limitée géographiquement. Parce qu'effectivement, moi j'habite au centre-ville. Par contre, je crois que si vous voulez élargir la base de vos soutiens, je pense qu'il faut davantage communiquer sur l'aspect financier de l'aéroport, c'est-à-dire sur le gaspillage financier, et également sur l'impact écologique. Voilà. Donc en fait, c'est un mix en fait. Il ne faut pas que parler du bruit, il faut aussi parler. Moi, je crois que sur le plan financier, il y a vraiment un livre à lever. Je pense que peut-être les gens sont plus sensibles maintenant, en plus du bruit, à ce qu'on respire. Parce que c'est invisible, on ne le voit pas. Mais je pense que dans certains jardins, dans certains endroits, on s'aperçoit que c'est gras, que c'est noir. Oui, et on le respire, c'est pareil, noir et gras à l'intérieur. De plus en plus. Voilà, et je pense que ça, les gens peuvent y être sensibles. Pour aller plus loin que ce qu'a dit Olivier, moi je propose, c'est pas que le problème, que vous fassiez un jumelage entre Tempelhof, le terrain, l'aéroport de Berlin qui s'est transformé en un endroit magnifique. Est-ce que pourrait devenir ici? Oui, c'est vrai que Tempelhof, c'est 300 hectares qui ont été... c'était une base de l'OTAN qui est devenue un vrai parc urbain. On jumelait les villes, on pourrait jumeler les luttes. On peut, oui, c'est une bonne idée, si on peut... Alors, ce qu'il y a, je vais vous dire quelque chose quand même. Je fais appel, vous voyez, on n'est pas très nombreux ce soir. On était une trentaine de personnes. On inscrit à l'UNADRAC, on a combien? 150 personnes? Ça représente 500-600 personnes quoi, en tout. Vous voyez, on est une trentaine ce soir. Quoi. Alors, on est parfois très gafardeux. Ça représente beaucoup de travail pour quelques personnes. On a quelques bonnes volontés, mais des fois, c'est... donc on a vraiment besoin de mains. Et puis peut-être de gens qui sont capables. Moi, je ne sais pas, Olivier, vous avez peut-être des possibilités de... Moi, je n'ai pas la compétence pour aller faire un jumelage. Je suis tout à fait favorable. C'est quelque chose, mais je ne peux pas le prendre. Moi, je ne peux pas le prendre, quoi. C'est clair. C'est trop de... On a une vie à côté, quand même. Ah oui. Il y a une super mission qui indique le gaspillage sur l'autre aéroport, parce que Grand Aéroport, là qui développe et qui va ouvrir en octobre. Au bout de 6 années de travaux, et autant de gaspillage d'argent public ici, il y a des anecdotes assez croustillantes d'ailleurs, qui après qui sont nouveaux, parce que c'est une mission qui est très lourde, en gros lac, qui reçoit plus sur la particularité en français allemand, mais en tout cas sur le gaspillage, et notamment sur les jours et les jours où ils ne doivent pas plus éteindre les bâtiments de l'aéroport parce qu'ils ne savaient pas
Ça coûtait 30 000 euros par jour, je crois, d'électricité, parce qu'ils ne pouvaient pas éteindre l'électricité des bâtiments. Parce qu'ils ont travaillé un peu en silo, hein. Il y a des entreprises qui travaillent en silo. De toute façon, il a 10 ans de retard, je crois. Hein. Ils ont 10 ans de retard, ils veulent l'inaugurer en 2012. Ils vont peut-être l'inaugurer en 2020, mais c'est même pas sûr, parce qu'il y a plein d'équipements qui sont obsolètes. En tout cas, pour l'électricité, ça ne doit pas être dans les mêmes proportions, mais je peux vous assurer que l'aéroport d'Avignon, RTE, le nouveau rond-point, la route, tout ça, c'est éclairé comme des sapins de Noël. Hein. Ça dépense une électricité d'enfer. On nous dit qu'il faut qu'on ferme nos box quand même le soir en allant se coucher. Ça veut dire qu'on n'a plus de téléphone fixe hein, si on ferme sa box. Mais nous, il faut qu'on ferme nos box. Alors je vous conseille d'aller faire un tour à la nuit tombée vers l'aéroport. Ça vaut le coup, c'est joli, c'est beau, il y a plein de lumière. C'est magnifique. Et je pense que moi, je sais que je le vis comme une provocation à chaque fois que j'y passe. Trompe, c'est pas ta box, on me demande de fermer. Comment ça? C'est ta box. Bien, eh bien, écoutez, si vous avez plutôt d'autres questions, on va clore cette réunion. Je compte sur vous pour le 3 octobre, à vélo, si vous avez le courage, ou à pied. Il y a 1 kilomètre de marche. Hein. On va déclarer la manifestation à la préfecture. J'espère qu'elle ne sera pas annulée par la préfecture. Si on ne peut pas la faire comme on a vu, donc c'est départ au lycée François Pétrarque. Si on peut le faire, si on a cette autorisation. On sera encadré par les forces de police, bien entendu, pour la sécurité. Hein. C'est une marche sur la Nationale 7. C'est histoire de faire un petit peu de bazar quand même, hein, si on peut le faire. Si on peut pas, si on n'a pas l'autorisation, on ira quand même à l'aéroport. Du bazar. On fera autrement, on se retrouvera sur le rond-point, comme on avait fait à la précédente manif, où on était une centaine de personnes. Hein, là. Donc là, j'espère qu'on sera beaucoup plus quand même, hein, puisque on a quand même... Florence qui est partie, là, travaille avec pas mal d'associations qui se sont engagées à répondre à ce mouvement national. Hein. C'est un mouvement qui a été lancé par Alternativa et ANV COP21, donc qui sont des actions des organismes de lutte non violente, hein, mais de désobéissance. Quoi, hein. Donc, mais nous, on s'inscrit là-dedans. Je crois qu'on a intérêt, et surtout parlez-en autour de vous. Moi, je compte sur vous, ce sera à 15h30 le 3 octobre. Là, on a vraiment besoin que ce soit, que tout le monde se mobilise. C'est un samedi après-midi. Hein. On ne savait pas vraiment quelle heure mettre, mais 15h30, on s'est dit que c'était pas mal. Quoi. Voilà. Et on remercie Aurélien. Merci Aurélien. C'était très très bien. Et il y a une boîte donc pour ceux qui ont été très contents. Et c'est ça. Ça nous permettra de partir en vacances.